je prends la pause. Tout va bien. Bon, alors nous en étions donc au principe de loyauté et spécialement à cette réaction très moderne au développement ou multiplication des preuves facilement obtenues et qui amènent, pour des raisons qu'on exposera plutôt un peu vers la fin, à essayer d'imposer juridiquement ce qui a disparu factuellement, c'est-à-dire cette impossibilité pratique de prouver. Bon, la seule chose que je voulais dire et qui restait, c'est que la facilité de prouver est quand même certainement beaucoup plus forte du point de vue des enjeux que les barrières qu'on souhaite aujourd'hui ériger pour filtrer ou canaliser ce qui ne l'est plus matériellement. Et je vous ai dit, il faut quand même mentionner la position de la Cour de cassation, et ce, en matière civile, puisqu'elle avait, connaissant le principe de loyauté en matière pénale, très vite dit quand même, le contradictoire purgera tout ça, on ne va pas se priver d'eux, mais elle était plus réticente, les enjeux étant quand même certainement, d'un point de vue collectif, moins impliquants en matière civile, mais elle a quand même jugé par 2 fois, là, dans l'année précédente, que, grosso modo, lorsque, c'est ça son principe, s'il est établi qu'il n'existait aucun autre moyen d'obtenir des preuves que par la déloyauté, eh bien ces preuves seraient recevables. Autrement dit, grosso modo, déjà qu'on n'était pas très dupe du principe de loyauté qui n'est qu'une règle juridique, qui n'est pas l'équivalent d'un obstacle matériel, mais voilà, on peut être assez clair. Le filtre imposé en matière de preuves libres n'est quand même qu'un filtre très relatif, puisque la déloyauté cesse de poser une difficulté juridique s'il est établi que elle seule permettait la preuve. Donc on est bien aussi dans cette logique d'un droit subjectif à la preuve, un autre exemple, qui est vraiment une notion récente et qui n'a de fondement, de raison d'être que par l'absence d'impossibilité matérielle de prouver, qui est finalement très récente. Un ou 2 mots pour terminer, parce qu'on n'est quand même pas très très loin du but. Reste ce qui doit être compris de l'état actuel de la preuve légale, donc en matière de formation d'actes juridiques. Étant rappelé, c'est juste pour faire le lien avec ce matin, que on a quand même mis en lumière que le choix, non pas d'une preuve légale en matière d'actes juridiques, parce qu'il a au moins le sens de pouvoir décider en cas de doute. Mais le choix de l'écrit était surprenant, et il ne s'expliquait que par la pertinence encore moindre des 2 alternatives que seraient le témoignage ou la présomption simple. Ici, il y a bien une évolution, et elle est bien liée à ce mouvement de libéralisation technique de la preuve, mais elle est presque en faux semblant. Je m'explique. Dès 1804, au-delà du principe d'une preuve légale avec le choix de l'écrit en la matière que l'on sait, notre système est très pragmatique. Autrement dit, encore une fois, je pense que ce choix est fait pour permettre au juge de rendre sa décision devant un doute absolu. Mais, dès 1804, la preuve légale en matière d'actes juridiques n'est pas un carcan. Ça n'est pas un système rigide, contrairement à l'idée qu'on peut se faire de la preuve légale. Je ne vais pas vous faire la litanie des exceptions, mais elles vont quand même, pour une fois, nous renseigner de là où est vraiment le principe. Première chose, quand on lit juste l'article 1341, il apparaît que ce n'est que si l'objet de la preuve est la formation d'un acte juridique que sa règle s'applique. Autrement dit, dès lors que c'est l'exécution d'une exécution, la preuve est libre. Première limitation quant au domaine. Ce n'est que là qu'éventuellement on a une preuve légale. Deuxième limitation, toujours à la lettre de l'article 1341, cette exigence de l'écrit préétabli et à l'époque manuscrit ne s'impose qu'entre prétendues parties. Autrement dit, quand quelqu'un soutient devant le juge que j'ai un acte juridique qui me relie au défendeur. Dès lors que, alors que c'est le même objet, dès lors que c'est un tiers qui, pour les besoins de sa prétention,
soutient l'existence d'un acte juridique auquel il n'est pas partie, il peut en rapporter la preuve par tout moyen. Deuxième exception. Troisième exception, qui est certainement une des plus importantes et des plus parlantes, c'est le taux. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'objet, ici du litige, enfin du litige, pas du litige, le taux, on va faire, pardon pour cette expression, c'était pas juste. Alors aujourd'hui, réactualisé et situé à 1500 €. Là, c'est une occasion qu'on a ensemble, mais comme je vous invite évidemment à l'avoir en toute occasion, c'est d'être pragmatique sur les règles de droit. L'une des bases du pragmatisme pour moi consiste à m'appliquer les règles même si je ne suis pas dans une instance. Je veux dire, bah tiens, en quoi, enfin, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie ou où est-ce que ça s'applique? Demandez-vous s'il vous est régulier de faire des actes juridiques portant sur un objet supérieur à 1500 €. Et donc la réponse, on l'a. Et quel que soit le taux, il a toujours été élevé, ce n'est qu'une question de réactualisation. C'est quand même bien pour dire, dans une société en plus en 1804, qui n'est pas une société d'économie de marché, donc où le contrat n'a pas le rôle qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est bien pour réserver à des cas exceptionnels l'exigence d'un écrit préétabli sans quoi la preuve n'est pas reçue, parce que quand même, ce n'est pas la majorité des actes, et en tout cas, si vous réfléchissez, grosso modo, ça veut dire que la plupart des actes dits de consommation échappent à la preuve légale. Encore une fois, souvenez-vous, on a choisi le moins mauvais des systèmes, mais il n'est pas bon, parce qu'imposer l'écrit préétabli dans une société où on, beaucoup d'illettrés, ou même les lettrés n'ont pas toujours les moyens d'écrire, et que les documents écrits se conservent mal, parce qu'ils sont exposés à plein de choses, on n'est pas dupe des choses. Et donc, des soupapes de sécurité sont ouvertes de partout. Quatrième exception qui figure également à l'article 1341, l'existence de règles contraires, et on pense tout de suite à la liberté de la preuve prévue par le Code de commerce pour les actes de commerce, donc formés par des commerçants pour les besoins de leur commerce. Et là, il n'y a plus de question de taux, la preuve est généralement libre. Donc, un autre pan important et qui n'a cessé de croître, gouverné par la liberté de la preuve. Ce qu'on va voir à la fin, c'est que grosso modo, une fois posé un principe pour pouvoir trancher en cas de doute, même en matière d'actes juridiques, et ce depuis 1804, la preuve est essentiellement libre. Et c'est pour ça que je vais colorer, c'est pour ça que je vais parler d'un faux semblant, c'est que l'admission de la photocopie, de la télécopie, puis la transposition de la directive de 99 sur l'écrit numérique et la signature électronique, ne sont finalement que des révélateurs. C'est pas, tiens, là, on vient d'assouplir un système. Il a toujours été souple. Précisément parce qu'on a dû faire un choix, mais qui n'était pas bon, et donc ce choix ne doit pas être un carcan. Donc, à partir de la preuve libre des actes de commerce, vous songerez évidemment, c'est cinquième énorme exception, à la preuve que l'on appelle des actes mixtes, c'est-à-dire qui mêlent deux logiques probatoires. La logique civiliste, si c'est au-dessus de 1500 €, c'est un écrit préétabli ou rien, sauf entre commerçants pour autant de leur commerce. L'acte mixte, qui est une notion qu'on a inventée avant qu'on connaisse le droit de la consommation, correspond exactement, c'est plus simple de l'entendre comme tel, même si on ne couvre pas 100%, correspond exactement à un contrat de consommation, c'est-à-dire formé entre un professionnel dans le cadre de son activité d'un côté, et un non-professionnel ou un professionnel hors le cadre de son activité de l'autre. Aujourd'hui, c'est quand même en volume l'essentiel. Et la règle, vous la connaissez, puisqu'il y a deux logiques probatoires ici qui s'affrontent, donc laquelle on fait prédominer. Et la Cour de cassation a posé assez tôt, en dehors de tout texte, que finalement chacun vivait avec le droit qu'il connaît. Autrement dit, quand le non-professionnel veut prouver la formation, il prouve comme les commerçants sont habitués, c'est-à-dire par tout moyen. Et inversement, quand le professionnel ou le commerçant veut prouver, il doit respecter les règles qui s'appliquent normalement au titre du droit civil. Autrement dit, à chaque fois qu'un consommateur, voilà ce qu'il faut retenir, par les règles jurisprudentielles sur les actes mixtes, à chaque fois qu'un consommateur invoque l'existence d'un acte juridique contre un commerçant ou un professionnel, il prouve librement cette formation. Alors, autant vous dire que ce sont des sphères, en tout cas aujourd'hui, mais énormes, dans lesquelles, quoique l'objet soit la formation d'un acte juridique, la preuve est libre. J'ajoute, évidemment, que la Cour de cassation, très tôt, ayant compris cette logique, nos juges ne sont pas des autistes, souvent c'est la fac qui les lit, qui n'arrive pas à les comprendre. Ils ont posé très tôt que l'article 1341 était d'intérêt privé. Autrement dit, si vous prévoyez du business entre vous à l'avenir, eh bien vous pouvez convenir une fois pour toutes
que la formation des actes juridiques qui pourront intervenir entre vous se fera par tout moyen. Et c'est exactement ce que vous connaissez aujourd'hui dans toute convention d'ouverture de compte, qui dit demain tous les actes juridiques entre moi et mon banquier, on les prouvera autrement que par l'écrit préétabli. On les prouvera par le relevé, on les prouvera par des ordres de virement, toutes choses qui très tôt déviaient des exigences apparemment hyper rigides et presque ineptes de l'article 1341. Et puis après, il y a les autres soupapes du Code civil. Alors je vous les mentionne pour mémoire, que sont le commencement de preuve par écrit. Donc on a essayé de bien faire, mais il nous manque un exemplaire, il y a une signature qui n'est pas bonne. Ok, tu as essayé, d'accord. Donc à partir du moment où on a ce qu'on appelle cet adminicule, cette espèce de vestibule, une espèce d'écrit dégénéré qui ne peut pas valoir exactement comme le Code l'exige, en revanche, la porte s'ouvre vers la preuve libre. Et puis, il y a évidemment toutes les impossibilités matérielles ou morales de préconstituer l'écrit, qui permettent, là encore, alors que l'allégation est celle de la formation d'un acte juridique, de prouver par tout moyen. Et puis enfin, la destruction, même pas forcément aujourd'hui fortuite d'un écrit, dès lors que, avant sa destruction, a été établie une copie fidèle et dérable. Donc, ok, après, là c'est juste des connaissances qui sont partout dans les bouquins. Effectivement, sur des moyens techniques modernes, ça a commencé par la télécopie, appelé ensuite le fax, la photocopie. On sait que la Cour de cassation a été extrêmement ouverte, alors que nous sommes ici en matière d'actes juridiques, à admettre la preuve de la formation d'un acte juridique autrement que par cet écrit manuscrit préétabli. Mais encore une fois, c'est un faux semblant, ça n'est pas la jurisprudence qui a desserré un étau, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment d'étau, mais simplement une règle qui, in fine, en cas de doute, permet au juge de prendre sa décision et de ne pas rester coincé par une impossibilité probatoire. Et donc, à partir de là, mais là, moi, j'en parle pas, la transposition en droit français de la directive de 1999 qui fait admettre l'écrit dématérialisé et corrélativement la signature électronique n'est jamais qu'une manière de souligner ce qui existait déjà, c'est-à-dire que, au-delà du principe, je ne reviens pas sur le principe, mais la réalité de la preuve d'un acte juridique dans sa formation reste libre quand on sait lire les textes et en comprendre la logique, et ce n'est donc pas une directive européenne ou une loi de transposition qui ont fait voler en éclats cette évidence qui était là depuis 1804 pour qui a un peu d'analyse et de sens pratique. Bon. Là aussi, on va trouver, alors avec une logique différente, mais la même réaction de la Cour de cassation au bout de l'histoire, qui est plutôt une démonstration que c'est bien le sens de cette histoire qu'autre chose, c'est la découverte, et c'est à peu près en même temps que le principe de loyauté, c'est même un peu plus proche. Les premiers vrais beaux arrêts sont de 2003. La découverte en matière donc d'actes juridiques, s'agissant, enfin de preuves de formation d'actes juridiques, d'un principe qui est formulé comme s'il était vieux comme Hérode, alors qu'il est hyper récent, selon lequel, vous le connaissez, nul ne se constitue de titre à soi-même. Attention, ce principe ne concerne que la formation des actes juridiques. En matière de fait, on se constitue tout le temps des titres à soi-même, puisqu'on n'a pas tellement d'autres choses. Bon. La question qui a été posée est la suivante, qui nous montre bien ce renversement de perspective avec des principes qui demeurent formellement les mêmes, mais qui ne recouvrent plus du tout les mêmes réalités. Par la multiplication des machines, et des machines qui enregistrent notamment des consommations, des compteurs, notamment. La question s'est posée de savoir si, en prouvant une consommation, c'est-à-dire ce qui pourrait être l'exécution d'un acte juridique, du gaz, de l'électricité, de l'eau, de l'essence, que sais-je, si parce que la preuve est désormais possible techniquement d'une consommation, la preuve d'une consommation pouvait être utilisée pour démontrer la formation d'un acte juridique. C'est uniquement ce point que concerne l'interdiction de se constituer un titre à soi-même. C'est le fameux listing d'Air France, Air France qui poursuit en paiement pour des retards ou un certain nombre de personnes inscrites sur des listes de passagers, et qui n'a rien d'autre que cela, mais qui dit, vous voyez, c'est des systèmes informatiques, donc j'ai une liste, donc si telle personne est sur la liste de tel avion et qu'elle n'a pas embarqué, je suis fondé à telle conséquence pécuniaire. Elle n'a rien d'autre. Mais ça existe. Et la Cour de cassation de dire, écoutez, voilà, effectivement, techniquement, aujourd'hui, il est extrêmement facile de prouver une consommation, mais je n'accepte pas un brin de retour vers le passé, mais qui précisément est plutôt pour juguler un flux qu'autre chose. Je n'accepte pas que d'une preuve possible d'une consommation soit déduit directement l'existence d'un accord antérieur. C'est en fait la même logique, même si les enjeux sont différents que le principe de loyauté, c'est
c'est d'imposer enfin un vrai filtre dans une matière où les apparences n'en avaient pas et ne pouvaient pas en avoir, et de poser que, bah oui, techniquement, il est peut-être aujourd'hui très facile d'à peu près tout prouver, mais c'est pas pour autant que ça rend absolument tout recevable. Bon. Voilà pour ce que pouvaient nous apprendre les trois grandes entrées du droit de la preuve, sachant que sur l'objet de la preuve, on s'est déjà expliqué ensemble est-ce que l'objet c'est le fait ou le droit. On s'est rendu compte que finalement, c'est moins cette question qui est posée traditionnellement que de savoir s'il y a un aléa ou non. Mais reste encore, et c'est une réminiscence du passé, de cette situation de pénurie, l'autre aspect de l'objet de la preuve, vous savez, selon lequel seul ce qui est contesté doit être prouvé. Le principe reste. Autrement dit, une allégation a lieu qui n'est pas contestée par une autre partie à une instance, aucune preuve ne doit être rapportée en face, donc il n'y a pas de risque de la preuve se faisant. Vous comprenez la logique? Et la logique, elle est encore une fois, j'essaie de toujours ramener à la même idée, celle d'une pénurie. Aujourd'hui, on trouve ça très bizarre, et si vous connaissez un peu la pratique judiciaire, vous avez vu la taille des dossiers qui sont grosso modo essentiellement des preuves. Les écritures, c'est très rapide. Oh merde, je suis en train d'arracher ma chemise tout seul. J'ai une vie intérieure hyper riche. Hein. Surtout, je me trouve beau. Alors, oui, le principe reste. Et le principe peut nous paraître insensé, parce que ça n'est pas parce qu'un fait n'est pas contesté qu'il s'est véritablement produit. Mais encore une fois, je répète, c'est la même chose, c'est une lecture très moderne, et qui présuppose que, de toute façon, on pouvait prouver. En réalité, ce principe, donc, cantonnant la nécessité de preuve à un fait contesté, a d'abord un sens dans une législation de pénurie. C'est déjà tellement dur de prouver que on ne va requérir la preuve, avec tout ce qu'on en a dit, et la charge et les procédés, que s'il y a une contestation. On peut dire aujourd'hui que, encore une fois, formellement, le principe demeure, ce qui, dans des cas extrêmes, permet au juge de prendre sa position, mais qu'il n'a plus aucune incidence, parce que, grosso modo, il n'y a rien qui ne soit prouvé aujourd'hui en disant, attendez, si j'avance des choses et que je peux les prouver, je ne vais pas juste les balancer comme ça au juge, et il est possible qu'en pratique judiciaire, au-delà de la règle, tout le monde admettant qu'il est très facile de prouver, grosso modo, si une allégation est faite, non contestée, mais non étayée, le juge n'en tienne pas compte. Donc cette même logique d'un passage de la pénurie à la profusion. Bon, donc grosso modo, nous avons donc un droit de la preuve, je résume, un droit de la preuve qui a essentiellement, c'est-à-dire dans son essence, changé derrière une apparence, on va dire, formelle de maintien, autour d'une logique, en tout cas que l'on peut comprendre. J'ai pas dit on peut être d'accord ou non, de toute façon c'est une autre question, mais comprendre en disant mais si ce qui faisait tout le droit de la preuve était l'impossibilité matérielle, cette impossibilité étant derrière nous, il n'est pas surprenant que derrière la façade, les logiques, les règles, leur interprétation aient elles-mêmes fondamentalement changé. Il reste une dernière question que je ne vais pas... Donc en fait on passe d'une vérité relative de cette recherche qui commande toutes les règles, charge, procédé, système, à l'idée, je ne sais pas encore si c'est une illusion, mais de la possibilité d'une vérité absolue, d'une vérité qui n'est plus celle simplement du droit, mais d'une vérité qui, dans cas de doute, serait la vérité scientifique, modifiant profondément tout ce droit et imposant l'invention de principes hyper récents, la loyauté et l'interdiction de se constituer un titre à soi-même. Maintenant, la seule chose qui reste, donc c'est ça le mouvement, c'est du relatif à l'absolu, d'une vérité potentiellement coupée des faits à l'exigence d'une vérité scientifique, avec par exemple tout ce que vous en savez, notamment en termes de causalité, l'évolution en matière de responsabilité. Si vous traitez, vous avez certainement, ou vous traiterez, ou vous bosserez le thème sur la causalité, que fait-on aujourd'hui en cas de doute scientifique? Quand une cause peut produire un effet, mais que ça n'est pas encore absolument admis par la littérature, j'entends scientifique, est-ce que le juge, et c'est plutôt sa position aujourd'hui, de dire je ne peux pas statuer parce qu'il y a un doute. Très intéressant d'y réfléchir pour vous. N'oubliez pas qu'on vient d'un système qui, encore très récemment, disait je statuerai malgré le doute parce que j'ai pas le choix. Et donc, que ce soit vrai ou faux sous l'angle de la science ou de la biologie, je m'en fous. Je m'en fous, non pas que ce soit bien ou que ce soit mal, mais j'ai pas le choix. Et
la découverte de cette possibilité amène à des changements profonds. On va dire que toutes les inventions allemandes en matière de causalité ont justement été faites pour dire, bon bah, dans le doute, on peut quand même se rapprocher d'une probabilité, la causalité objective, ou même l'équivalence des conditions, qui est très frustre, mais enfin qui dit, écoutez, si j'enlève d'un enchaînement un antécédent et qu'il nous apparaît que la fin n'est pas pareille, c'est donc que cet antécédent est cause, mais qui n'empêchait pas de statuer en cas de doute. J'attire votre attention sur d'autres conséquences de ce que ça change. Pas encore sur tout le droit, parce que probablement que... Mais ça, on le verra quand on fera les droits des personnes. Profondément que ça change beaucoup plus, pas pour faire une disserte, mais comme une conclusion, comme un futur magistrat peut dire, tu vois, j'ai bien compris la technique, sa justification, donc je suis à même de l'appliquer demain, mais je suis quand même pas dupe, même si je fais pas le droit, et je n'en suis qu'un bras, mais je ne suis pas dupe des sous-jacents, et dans certains cas, bah, tu compteras pas sur moi. En tout cas, je peux avoir une opinion qui n'est pas une opinion politique, mais on va dire plutôt sociale et collective. Mais je vous donne un exemple tout de suite. Donc il y aura une partie de cette conclusion, parce que je pourrais la faire là, mais ce serait dommage, que je ferai avec le droit des personnes, même si ce sont deux droits très différents. On se rendra compte que, allez, je donne le mouvement de l'abstrait au concret, le mouvement du général impersonnel au particulier individuel est un mouvement qui traverse ces deux droits, et qu'une partie de la conclusion que je ferai quand nous aurons fait le droit des personnes, pourrait être utilisé ici. Ou de la conclusion, ou de la dernière, ou du dernier développement d'une disserte. Mais regardez ce que ça peut changer. Je vous donne l'exemple le plus incontestable. Après, chacun a son opinion. Il s'agit juste de prendre la mesure d'un changement, et après, libre à vous, mais je ne crois pas que ce soit l'occasion, dans le cadre d'une dissertation de droit civil, de dire je suis pour, je suis contre. Merde, demain je suis magistrat, donc j'ai mes convictions de citoyen, enfin... Si je ne suis pas avec la majorité, je vais quand même appliquer le droit de la majorité. Légère base de démocratie ne ferait pas de mal. Prenons le droit de la filiation, évidemment. Et j'attire votre attention aussi, c'est pas qu'une conclusion ou qu'une concrétisation de ce qui précède, c'est aussi pour moi la possibilité presque tardive de vous montrer à quel point le droit de la preuve est hyper frustre en 1804 et pendant très longtemps, là où vous ne le voyez pas forcément comme tel. Donc, au hasard, le droit de la filiation. Prenons des questions basiques qui semblent intéresser le droit, telles que, non pas qu'est-ce que la filiation en droit, mais si la question se pose de la filiation en droit, sur quoi on l'était, comment on la prouve. Et si je prends cet exemple-là, c'est que grosso modo je suis dans des sphères que tout le monde connaît plus ou moins, et ensuite, c'est que c'est aussi l'occasion de vous montrer des règles que vous connaissez, mais dont vous ne mesurez peut-être pas à quel point elles sont vraiment l'expression d'une pénurie. Alors, question toute bête. Imaginons que je me demande comment je prouve en droit qui est le père d'un enfant. Je sais bien les implications qu'il y a en droit, mais là je suis du point de vue du fait, c'est-à-dire sur quoi je peux appuyer, j'entends en 1804, hein, sur quoi est-ce que je peux appuyer le fait qu'on l'accepte, ou on entend le désaveu, ou on entend la contestation, enfin, quelle est... Oui, parce qu'au début, c'est certainement très abstrait, je reconnais, quand j'ai dit, bah oui, la preuve suppose la maîtrise du monde, enfin, la connaissance du monde, des phénomènes qui y ont cours, la compréhension de ce qu'on appelle la causalité, c'est-à-dire quelle cause produit quel effet. Tu te poses la question en 1804 de, bon, si il faut établir, ou s'il y a un contentieux sur la paternité, ok, mais sur quoi je m'appuie en fait? Et vous connaissez la réponse, tiens, du reste, qui est la même depuis Rome, parce que même problème juridique et même impossibilité, on va dire scientifique ou technique, de dire mais sur quoi on s'appuie. Première réponse en disant, bah, s'il s'agit d'un enfant né dans le cadre du mariage, nous allons dire que le père de l'enfant est le mari de la mère. Et là encore, en le disant, vous avez la même formulation latine, et je répète, si c'est là depuis Rome, c'est que le problème pratique est le même. Bon, et là, évidemment, tous ceux d'entre nous qui ont vu le loup, a priori, disent le père de l'enfant est le mari de la mère. Putain, les bornés. Ou les culs serrés. Virez-moi cette bande de... non, je vais pas le dire, ça choquerait. De cathos mal baisés. Pas du tout. Pas du tout. Ça peut nous apparaître comme un choix débile, encore une fois, avec nos lunettes d'aujourd'hui, mais c'est un exemple que peut-être j'aurais pu utiliser dès l'introduction, mais pour différentes raisons, je n'ai pas souhaité.
de ce qu'est un droit de la pénurie. C'est-à-dire qu'il faut bien quand même que quand une question se pose, on y réponde. Et n'oubliez pas la formule de Portalis, c'est en faisant de bons enfants que font de beaux pères, et qu'en faisant de bons pères qu'on fait de bons citoyens. L'idée, comment dire, d'ériger une nouvelle société, ou d'édifier, au sens le plus politique, l'idée d'édifier, elle part de l'individu pour aller jusqu'à la société. Et donc une question de filiation n'est pas neutre de ce point de vue-là. Mais encore une fois, c'est bien gentil, mais s'il y a un problème, sur quel fait je m'appuie? Et plutôt que de dire, bah, de toute façon, scientifiquement, les gars sont pas encore là, et il faut attendre, allez, 150 ou 200 ans pour que vraiment on ait un truc qui fonctionne, on va encore une fois dire, ne faisons pas n'importe quoi, mais essayons de nous rapprocher le plus possible de ce qui semble vraisemblable, sauf qu'on ne sait pas quel est le mécanisme derrière. Et vous voyez, c'est encore une fois, en tout cas un très bel exemple de cette vérité relative, cette vérité judiciaire pour les besoins du droit, pour qu'une règle s'applique, et on ne va pas chercher très loin. Deuxième, alors bien sûr, hors mariage, tout de suite la question devient plus complexe, puisqu'on n'a plus cette espèce de situation générale, ce qu'on appelle en matière de présomption, parce que ce sont des présomptions. On prend des faits connus, bah, en général, papa et maman, ils peuvent faire des enfants. Donc, si c'est né, alors soit pendant le mariage, soit pendant la période de conception qui précède le mariage, et comme on a, encore une fois, c'est pas un choix, c'est une absence de choix, on n'a pas tellement d'autres possibilités, bah, on va dire que c'est lui le père. Maintenant, en dehors du mariage, on dit, bah, sur ton 104, quel type d'homme s'occupe d'un enfant? Bah, par 2-3 grosses tapettes, personne. Et encore, je suis pas sûr qu'il s'en occupe pour des bonnes raisons. Je fais une blague juste pour bien une blague. J'ai pas voulu qu'elle soit drôle, mais pour vous montrer. Mon propos n'est pas d'être un bout en train et de dire regardez ces règles exactement comme je vous ai dit, c'est-à-dire comme l'expression d'une pénurie. Je suis sûr que quand vous les avez vues en droit de la filiation, enfin en droit de la filiation, en droit de la famille, vous les avez pas vues comme l'expression d'une pénurie, alors qu'elles ne sont que cela. La règle pourra s'appliquer. Encore une fois que de temps en temps elle tape à côté, on s'en fout, parce que de toute façon c'est pas qu'on a choisi de taper à côté. Donc en dehors du mariage, qu'est-ce qu'on a? Bah, à part l'apparence, qu'on va appeler la possession d'État, et en fait deux possessions d'État, la possession d'État de fils et la possession d'État de père, puisque celle-ci suppose des rapports en sens réciproque. Et peu importe que ce soit bien cet homme-là qui soit à l'origine de la conception ou non, en tout cas dans les faits, c'est bien lui qui est au plus proche et en tout cas s'en occupe, qui évite à l'État d'en avoir la charge seul. En tout cas, et c'est pour ça que je vous le dis là, parce que ça m'intéressera quand on sera au bout du droit des personnes, on voit bien ici ce qu'on vous a toujours dit du droit, mais sans jamais se rendre compte que ça pouvait devenir un choix. Traditionnellement, donc, notre droit n'est pas descriptif. Il n'a pas vocation à poser ses règles en face d'une réalité qui se constate, tout simplement parce qu'on ne peut pas l'expliquer, donc elle est peut-être là ou ailleurs. Notre droit est, plus traditionnellement, dit-on, normatif. C'est pour ça que depuis votre première année, sans jamais faire le lien avec ces choses, on vous dit la règle de droit est générale, abstraite, impersonnelle. Comme si c'était un choix. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça l'est. Mais traditionnellement, il faut bien mesurer que jusque dans l'idée de la règle de droit, ce côté, elle est ni faite pour toi, ni faite pour moi, c'est aussi que si on veut l'appuyer sur du concret, on ne trouvera pas ces appuis nécessaires. Bon. Et puis alors reste la dernière règle, quand il est question cette fois-ci d'établir la filiation maternelle. Je prends les grands exemples. Et là, j'ai quand même quelque chose qui m'intéresse. Donc, voilà, on a besoin en droit de savoir, en droit, pas en fait, pas en biologie, mais comment on relie deux personnes de manière originale par la filiation, si c'est une filiation maternelle. Et là, même chose, depuis Rome, même réponse, par principe, la mère de l'enfant est la femme qui en a accouché. Ok. Même chose, même formule depuis Rome, parce que même problème juridique, même impossibilité probatoire, ce sont des exemples que je vous donne pour pas que vous ayez jamais le sentiment de dire il a commencé avec plein de trucs sans exemple, en disant mais c'est impossible de prouver, mais si. Non, non. Et ces exemples le montrent parmi d'autres. Et là, normalement, vous pensez que c'est une règle logique. C'est une règle qui, en tout cas, si vous la lisez, ne traduit aucune pénurie. Pour vous, c'est même l'évidence. J'attire votre attention sur le fait que cette règle n'est une évidence que pour nous aujourd'hui, dans une époque où on accouche de manière publique, avec des gens qui le constatent. Mais en 1804, l'accouchement n'est pas un phénomène public. Il ne se passe pas à l'hôpital ou à la clinique avec tout plein de gens tiers autour qui peuvent effectivement déclarer. Donc je trouve qu'aujourd'hui, c'est sûr de dire que la mère de l'enfant et la femme qui en est accouchée, dans un système d'accouchement, on va dire, organisé par l'État, oui. En 1804, il faut bien que vous mesuriez que c'est ni plus ni moins délirant que de dire que le père de l'enfant est le mari de la mère.
Parce qu'en 1804, c'est quoi? Qu'est-ce qui, dans les faits, déclenche? Quelle est la preuve? Puisqu'il n'y a pas de constat, il n'y a pas un gynéco, il n'y a pas une sage-femme pour être là. Et que ça peut très bien se passer tout seul, sans même forcément qu'on sache trop d'où ça vient. Et je sais que les filles disent « Ah mais non, mais je pense que les filles, depuis qu'elles sont filles, savent qu'elles ont un enfant. » Moi, j'en sais rien, j'étais pas dedans. Mais pour déclencher cette règle en 1804, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit qu'une femme arrive avec un enfant, même pas forcément un nouveau-né, et qui dise « C'est moi qui l'ai fait !» Et comme t'as personne pour dire « Ben non, j'étais là, c'était pas ce truc-là », la règle est ni plus ni moins abstraite que celle qui permet de déterminer, ou en tout cas de fonder ou d'écarter la filiation paternelle. Encore une fois, je vous donne des exemples simples que vous connaissez, qui vous montrent toutes ces règles que vous avez vues, alors pas forcément ici en droit de la preuve, mais enfin le droit de la preuve c'est l'application de toutes les règles, donc par exemple en droit de la famille, et qui toutes vivent sur une simple logique de probabilité. Il n'est certainement pas impossible que ça soit bien passé comme ça, mais le fait que ce soit sûr, de toute façon, on ne s'en soucie pas parce qu'on ne peut pas avoir cette espèce, comment dire, de luxe de se dire, si la question se pose, il faudra qu'on le vérifie autrement que par une femme qui dit, bah, c'est moi qui suis accouché de cet enfant. Donc, voilà, je referme sur cette idée. Alors aujourd'hui, quand même, aujourd'hui, contre nos principes essentiels de la filiation posés en 72-75, après beaucoup de réflexions par Jean Carbonnier. Notre système avait toujours dit, puisqu'il s'agit du droit, il s'agit de normer, d'organiser la société et pas de nous raconter notre histoire à nous, dont on se fout totalement d'un point de vue collectif, nous allons considérer en France que juridiquement, il y a plusieurs raisons de relier particulièrement deux personnes entre elles par ce lien qu'on appelle la filiation. Alors le sang, évidemment, on ne va quand même pas se dresser contre des évidences, mais pas seulement. Il y a l'éducation, donc la possession d'État, et puis il y a la décision des juges, du droit, la filiation élective. Et la particularité de notre système, mais qu'on oublie totalement aujourd'hui, regardez comme ça disparaît très vite, c'était de dire, il n'est ni plus ni moins déterminant pour admettre une filiation en droit français, donc qu'on est conçu, ou qu'on est élevé, ou qu'on est adopté. Alors que dans les faits, effectivement, l'origine de la situation est radicalement différente. Mais en droit, on s'en moque, parce que c'est pas de là où on vient que du point de vue collectif les choses sont importantes, mais c'est là où on va. C'est-à-dire, est-ce que si personne ne peut être désigné pour être le père ou la mère, c'est quand même grosso modo l'État qui s'en occupe à la fin. Et ça, c'est pas un choix que collectivement on est prêt à assumer indépendamment des sentiments et de l'histoire individuelle qui ne font pas le droit. Aujourd'hui, l'expertise biologique étant devenue de droit contre Alleghem, contre la loi de 93 qui avait dit, écoutez, maintenant techniquement c'est au point, mais vous comprenez bien, si on fait de l'expertise biologique l'alpha et l'oméga de la filiation, c'en est fini de l'adoption, et surtout c'en est fini de la possession d'État. Parce que l'adoption, à la limite, comme c'est juridique, on peut encore poser, c'est le cas aujourd'hui, des fins de non-recevoir. La possession d'État, comment voulez-vous qu'elle survive si le seul principe sur lequel on appuie une filiation ou son absence, c'est l'expertise biologique. Alors j'indique, et c'est marrant, ça fait des années que je le disais et que je le savais, et il y a 3-4 ans, les juges allemands qui, eux, ont le droit, l'équivalent des juges des enfants, pas des enfants, des juges de la famille, des JAF en Allemagne, ont publié en Allemagne les mêmes statistiques. Biologiquement, et je le dis en vous regardant parce que je m'inclus dedans, il faudrait que je me mette aussi là, entre un enfant sur 3 et 2, dans notre société comme en Allemagne, n'a pas pour père biologique l'homme qui l'a élevé. Putain, ils sont chauds les latins. Non, même les cheleux. Mais regardez bien, parce qu'après c'est des grands discours, mais vous avez vocation à appliquer le droit et avec clairvoyance. Regardez bien ces mots abstraits que je disais il y a 2 minutes, en disant, regardez, avec ce tout petit droit de rien du tout, mais qui est la clé de l'application, ce droit de la preuve. Nous sommes passés, sans nous en rendre compte, d'un droit qui ne pouvait être que normatif, c'est comme ça et pas autrement, et c'est l'intérêt général, enfin, c'est la conséquence globale qui fait qu'on décide que c'est comme ça, indépendamment du fait que ça nous broie individuellement. C'est pas mon père. Ben oui, mais enfin, c'est comme lui qui t'élève et tu le prends comme tel. En tout cas, humainement, tu peux décider qui tu veux est ton père, mais juridiquement, vis-à-vis du reste de la société, le droit, c'est pas pour toi. C'est dans ta relation avec les autres. Juste une espèce de base. À partir du moment où, sans s'en rendre compte, on a maintenant un droit qui peut décrire, et décrire, semble-t-il, quasi parfaitement, on change pas juste le droit de la preuve, et c'est pour ça que je vous le fais à la fin, on change le droit lui-même. C'est-à-dire on change sa finalité.
Au lieu d'être dans une décision collective, il peut devenir, je ne dis pas qu'il l'est toujours, mais il peut devenir au service de chacun d'entre nous. Et nous ne sommes pas nord-américains à ma connaissance, nous n'avons pas la même culture ni le même système juridique. Et si un droit peut décrire, alors il peut même décrire des réalités qui nous échappaient ou qui ne sont pas bonnes socialement, et les rendre prédominantes. Vous avez compris que en 2003-2005, il a fallu in extremis, c'est-à-dire 3 ou 4 ans après le coup de force de la Cour de cassation en 2000, qui a dit, écoutez, contre les textes, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, puis l'ouvrant ensuite de manière perverse à l'action à fin de subside, pour calmer les envies, puisque normalement cette action ne vise pas à l'établissement d'une filiation, tout à l'inverse, et ainsi que pour la preuve de certains divorces pour faute, lorsqu'il semble que de l'adultère soit résulté un enfant. C'est-à-dire une espèce de généralisation absolue de cette demande immédiate, je veux une expertise biologique, oui tu l'as. Il ne sait pas le pognon, c'est l'État qui paye. Parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. De cette évolution apparemment très étroite, on voit bien comment, d'un droit qui ne pouvait pas s'appuyer sur des preuves pertinentes, et d'un droit qui désormais peut le faire, on peut changer le droit lui-même. On peut dire, écoutez, aujourd'hui, il n'y a rien de plus important pour savoir s'il y a un lien de filiation, par exemple, entre 2 hommes, de savoir si l'un a conçu l'autre. Comme si socialement, le plus important, c'était ces quelques secondes de bonheur, et encore, il n'y en a pas toujours, qui peuvent être à l'origine d'une telle histoire, sans se soucier éventuellement de ce que l'histoire a été. Et je répète, en 2003-2005, il a fallu in extremis sauver la possession d'État, qui évidemment est terriblement menacée, pour réduire de moitié la durée nécessaire, et pour poser qu'une fois que cette durée a vraiment été accomplie, grosso modo, on aurait une fin de non-recevoir. On sait que c'est la dernière chose, on sait que sous cet angle-là, même si personne n'ose aller trop là-dedans, le droit français serait non conventionnel, il serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde, sous l'égide donc du droit de mener une vie, c'est quoi ? C'est pas la vie privée, c'est une vie familiale normale. Puisque le même système que connaissait la législation slovaque a été jugé contraire en disant si 2 adultes consentants entendent faire procéder à une expertise pour savoir effectivement si biologiquement il y a un lien de filiation entre eux, une législation qui leur interdit est contraire à l'article 8. Et vous ne m'entendrez pas dire autre chose, c'est du droit de toute façon, c'est donc de l'humain, rien n'est parfait, mais ça n'est ni bien ni mal, mais c'est fondamentalement différent. Bon, et j'en rajouterai une vraie louche quand nous serons au bout, à la fin, du droit des personnes. Ok, j'ai donc transmis ce que je voulais transmettre ici du droit de la preuve, en 2h30, c'est ça ? Ce qui était une gageure, avec derrière qui sont prêts de corriger au moins, qui structurent tout ça, parce que vous n'en avez pas rendu compte, enfin j'espère que vous en êtes rendu compte, mais moi je ne l'ai pas vendu comme un truc qui flashait, il y a une structure dans ce que j'ai dit, avec un vrai point de départ, un vrai milieu et une vraie fin, et que, grosso modo, la démonstration est difficilement renversable dans son ordre, et que tout ça est proprement mis par écrit à votre attention. Bon, si vous n'avez pas de questions, et j'entends que vous n'en ayez pas, ceci dit, si vous avez des questions, on peut aussi en parler, si c'est une question très très étroite et pas de compréhension générale. Autour d'une cigarette, c'est la condition sine qua non. Je vous propose de passer au 2e grand thème, puisque vu le calibre qu'on a, c'est le temps raisonnable, qui va être, ici, donc, ce qu'on va appeler entre nous le droit des biens, mais c'est parce que ça correspond à un programme de fac. Donc, 2e matière dont on va essayer de comprendre tout le mouvement, et ensuite, alors là peut-être plus, d'aller voir des sujets particuliers pour voir comment on peut utiliser, et ce qu'on va utiliser, c'est même pas des développements ou des bouts, mais l'intelligence de l'ensemble. Et donc nous allons partir de la notion qui est au cœur du droit des biens, qui est la propriété. Donc le pari que je fais, qui n'est pas encore une idée, mais c'est que ce que je comprends de la propriété me permet de comprendre l'ensemble du droit des biens, et effectivement c'est la valeur phare, donc soit tout le droit des biens est application de ce qu'on a à savoir sur la propriété, soit dans des cas un peu exceptionnels, il est le contraire, mais voilà, c'est vraiment des choses qui se répondent. Donc,
Intéressons-nous à la propriété. Je le dis tout de suite, nous allons rencontrer ici un mouvement, comme on est des civilistes et qu'on a une vraie référence qui est le code, grosso modo, pour comprendre une matière, on peut toujours prendre les principes qu'on attend de moi à l'ENM. Hein, et les principes, pour l'essentiel, sont dans le code, et ce qu'il en est aujourd'hui. Donc ici, nous n'allons pas du tout rencontrer un mouvement qui serait comparable. Et si je veux même singulariser un peu cette matière, donc les biens, dans l'ensemble des 10 ou 11 matières qui font votre programme de civil à l'ENM, c'est par la manière suivante, c'est à ma connaissance, de privatiste depuis un moment, la seule matière que je connaisse qui n'a, au-delà des soubresauts, absolument aucune véritable évolution. Ce qui est posé en 1804 est encore exactement ce qui domine, et j'aurais tendance à dire, on le verra à l'occasion, par le hasard de l'évolution de l'histoire et de la société, ça correspond encore plus à notre culture d'aujourd'hui qu'à celle du Code de 1804. Donc, ici, en réalité, première chose, ne vous attendez pas à des vrais bouleversements, soit même de façade ou derrière la façade. Ici, il n'y en a pas. Bon. Ceci étant dit, et deuxième différence, c'est pour ça que c'est intéressant de le voir après la preuve, parce que ce n'est pas du tout les mêmes logiques. Enfin, je veux dire, la matière ne va pas nous apprendre à réfléchir autour des mêmes choses. En matière de biens, comme dans beaucoup d'autres, à ma connaissance, il n'y a que le droit de la preuve qui, pour des raisons pratiques, n'ouvrait pas à un vrai choix. Le droit des biens, avec sa notion phare qui est la propriété, est, dès 1804, l'objet d'un choix. Et comprendre ce choix, c'est en retrouver l'expression dans tous les principes autour desquels nous tournerons. Et donc, nous allons commencer par nous demander quels choix sont possibles, j'entends, pour un juriste, pas pour un économiste, hein, lorsqu'il est question de propriété. Et ce que on sait en 1804, on le sait aussi aujourd'hui, c'est que dans la culture occidentale, finalement, dans toute société, il y a propriété. Mais, et c'est bien pour ça qu'on va peut-être avoir quelque chose d'intéressant à dire, ce que cette notion recouvre n'est pas toujours identique. Donc attention, c'est un pavillon commun à toute société, au moins occidentale, mais ce qu'on met derrière peut être diamétralement opposé. Alors, on va commencer par s'en rendre compte aujourd'hui, pour mesurer, mais ce sera un peu plus politique, que c'était déjà le cas en 1804. Aujourd'hui. Oui, si je compare la propriété que la société française connaît en 2015, et la propriété, par exemple, que la société russe connaît en, tiens, au hasard, 1915, un siècle d'intervalle. Les deux connaissent la même notion, la même expression, mais ne recouvrent pas la même situation ou les mêmes choix de ce mot. Si c'est l'autre exemple, alors ça suppose que vous ayez un tout petit peu ouvert les yeux et pourquoi pas. Si je prends donc à époque constante la propriété, clairement en matière d'immeuble, parce que de toute façon pendant très longtemps la propriété a vraiment comme terre d'élection l'immeuble. C'est pas que c'est inexact pour l'immeuble, mais c'est pas autour d'eux que les choix sont faits. Si je prends encore aujourd'hui la propriété foncière, donc celle des immeubles, en France aujourd'hui et en Angleterre aujourd'hui, les deux notions vont se trouver, quoique je n'ai pas d'équivalent du point de vue du vocable, mais c'est surtout pas du tout les mêmes conceptions. En Angleterre aujourd'hui, je suis propriétaire si je loue durablement à la couronne, grosso modo, de ce qu'on appellerait entre nous un bail amphithéotique ou un bail superficiaire de 99 ans. Bon. Donc, en somme, j'ouvre les possibilités. C'est juste pour montrer qu'elles sont encore actuelles. Là, il n'y a rien d'historique. C'est plus culturel que historique. Quand on réfléchit à la conception de la propriété, il y a deux choix à faire. En tout cas, ce n'est pas moi qui les invoque, c'est juste que je dis, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, la propriété peut être soit... Donc, ce sont des possibilités. Premier choix, la propriété peut être soit publique, par principe, tout étant par principe, hein, et là où sont les modèles, c'est-à-dire en matière d'immeubles. Il faut quand même bien que je vous dise ça, sinon vous allez dire, enfin, mes cigarettes sont mes cigarettes. Oui. Public ou privé. C'est un vrai choix de société. De toute façon, la manière dont on conçoit la propriété foncière domine, ou la propriété en général, beaucoup la société qu'on a. Les quelques exemples qui précèdent devraient vous en donner au moins une première intuition.
Et sans forcément que ça se recoupe, la propriété sous un autre angle peut être soit collective, il n'y a pas de corrélation, hein, soit individuelle. Alors, comme ces mots-là sont hyper marqués politiquement, propriété collective, merci Marx, il faut que je m'explique devant vous de ce que ça voulait pouvoir dire. Quand nous allons utiliser la possibilité d'une propriété collective, nous allons envisager la possibilité d'un partage. Un partage des utilités. Donc un même bien peut être affecté à différentes personnes en même temps qui se partageraient les utilités, soit les mêmes, soit distinctes. Et individuel, ça veut dire surtout sans partage. Ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est notre système, donc, avec la Révolution qui est son entrée, et le Code civil qui, grosso modo, est sa sortie. Les gueux, les bourgeois. C'est comme ça que ça fonctionne, grosso modo. Ici comme ailleurs. La Révolution commence, j'entends d'un point de vue juridique, très tôt par l'abolition des privilèges. La première vraie loi. Et l'abolition des privilèges envisage de rompre notamment avec tous les grands principes d'appropriation du passé. Dire, écoutez, voilà, on a connu des formes de propriété jusqu'à maintenant, et nous allons les abolir définitivement. Sans que vous vous en rendiez compte, ni moi quand je sais y réfléchir, mais ça opère encore jusqu'aujourd'hui, compris, je referme cette parenthèse, pour rigoler. Alors, quelles sont les propriétés qui ont été connues? C'est pas de l'histoire pour l'histoire, mais pour comprendre le choix qui va être fait, parce que ce choix, ensuite, on va essayer de le retrouver dans toutes les grandes règles qui va vous donner du sens et de la justification. Pour faire simple, en matière immobilière, deux formes d'appropriation ont été successivement connues et expérimentées en France. D'abord, le plus ancien, la propriété féodale, puis au plus récent, le tout par rapport à la Révolution, la propriété monarchique, et spécialement de la monarchie absolue. Bon, juste un mot pour comprendre. Vous avez déjà compris où j'en viens, c'est que si la loi d'abolition des privilèges dit nous allons définitivement rompre avec le passé, et notamment avec les modes d'appropriation, ce que je suis en train de vous montrer, c'est les choix, les conceptions qui avaient eu cours antérieurement, et que, sans qu'on s'en rende compte parfaitement, le Code a chassé définitivement, sans jamais que ça bouge depuis 1804. Alors, donc, essayons de voir justement ce qui a pu être rejeté. La propriété féodale, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, je ne suis même pas sûr d'en être totalement capable, mais a une singularité que traduit, donc c'est juste pour faire le singe savant, une des notions cruciales de la féodalité, qui est la distinction du domaine éminent et du domaine utile, peu importe au-delà. La particularité de la propriété féodale, c'est d'admettre que sur un même terrain, on ne connaît pas encore la notion de fond, que sur un même terrain, puisse s'exercer simultanément, l'adverbe est important, puisqu'on va le rejeter dans le Code et jusqu'aujourd'hui compris à hauteur de principe. Donc, la féodalité, c'est un système particulier d'appropriation des immeubles qui permet, enfin qui impose même, qui impose que sur un terrain s'exercent simultanément deux, appelons-les comme ça, deux droits réels, mais extrêmement hiérarchisés. Une espèce de droit réel quasi plein qui est le droit de domaine éminent, celui du seigneur, et qui est inaliénable, et qui passera forcément à ses héritiers mal. Autrement dit, si vous avez compris que le droit c'est que la technique qui fige la société, qui fige sa richesse, et puis une espèce de droit de propriété totalement subalterne, qu'on appelle donc le droit de domaine utile, celui d'un vassal, qui lui donne la possibilité de l'exploiter, sans pouvoir prétendre à 100% des fruits, parce qu'il y en a une partie qui est gavée, et qui ne lui permet donc pas d'être seul, et qui ne lui permet même pas de protéger contre la destruction. Donc on a bien deux titulaires de droits réels en même temps sur le même bien, mais hyper hiérarchisés. Et je répète, cette structure semble, en tout cas dans l'histoire de France, avoir pour inconvénient, semble, il ne faut pas être très très intelligent pour penser que c'est même pertinent, mais je ne vais pas plus loin, figer une société, interdire toute évolution, la bloquer. Ok, donc si je rationalise, je vais vous dire que la propriété féodale est plutôt une propriété privée, mais une propriété privée et collective. Donc on a compris que, a priori, cette forme d'appropriation, la Révolution et le Code qui finit par traduire les choix de la Révolution,
la chassera. Et ça fonctionne encore aujourd'hui. Hein. C'est hallucinant du reste que ça fonctionne en posant un certain nombre de problèmes. Venons-en donc à la deuxième grande période d'appropriation juste avant le Code, que constitue ou que représente plutôt la propriété monarchique, et selon laquelle, donc là, on garde de la féodalité l'idée de domaine, mais sauf qu'on abandonne déjà, a priori, en partie, la distinction des deux domaines. L'idée, c'est que la propriété foncière dans une monarchie absolue n'appartient qu'au roi, aux domaines, comme on les appellera encore aujourd'hui. Et quand on dit au roi, c'est pas une personne, puisque le roi est censé être l'État. Ok. Et là encore, l'évidence saisit au moment de la Révolution que cette forme d'appropriation, comme tous les choix d'appropriation, structure un type de société donnée, et si on n'en veut plus, il ne faut plus accepter cette structure. Donc ici, nous avons une propriété, alors clairement publique, mais, si j'ose, individuelle. Voilà où on en est quand la Révolution débute et ce que la loi d'abolition des privilèges, ces articles 3 et 5 le disent, hein, indiquent, ils disent, je sais pas comment, enfin c'est ça le discours, je ne sais pas comment on va faire techniquement, mais à partir de maintenant, en abolissant les privilèges, c'est-à-dire l'ensemble de la structure de l'ancien régime, on n'aura plus jamais ça. Et si je n'ai pas compris ça, je vais avoir beaucoup de mal à comprendre ce qui reste et que le Code choisit ici, non pas tant par une espèce, comment dire, de désir profond, mais comme une autre forme d'appropriation qui n'a pas été encore marquée par des échecs que l'on aurait, ou une forme de société que l'on repousserait définitivement. Bon. Donc, si je fais encore plus simple, ceci étant, moi je n'écrirai pas forcément comme ça dans une copie, ça, ce qui précède, oui. Mais, vraiment pour comprendre. Donc ici, on a un bien, propriété féodale, si je le résume une espèce de formule, un bien, deux hommes. Ça, on dit niet, plus jamais. Propriété monarchique, on dit tous les biens, un homme. On dit plus jamais ça. Ok. Qu'est-ce qui reste comme choix possible et qui n'est ni un choix vraiment politique, ni un choix vraiment économique? On dira, les physiocrates l'avaient déjà dit, c'était mieux. C'est le hasard. Il reste une forme d'appropriation qui n'a pas encore montré tous ses échecs et qu'on n'aurait pas repoussé. C'est donc celle d'une propriété individuelle et privée. Autrement dit, un homme, un bien. Et je vous le dis parce que, encore une fois, c'est pas de la pub, donc il n'y a aucun texte, ni même en dehors du Code civil, qui le dit comme tel, mais tout le transpire de partout. Nous avons donc une propriété en France depuis 1804 qui est sur un modèle, et un modèle même pas principal, mais a priori quasi exclusif de tout autre, le reste n'étant qu'exception temporaire, gênante et pas favorisée par le droit. C'est donc une propriété privée et individuelle, et donc une espèce de logique, un homme, un bien. C'est notre choix de société à nous. Bon, alors, on ne sait pas encore plus concrètement ça, mais entendons que c'est donc l'idée d'une propriété sans partage, donc en somme sans concurrence, et d'une propriété qui met l'ensemble de ce qu'un bien permet au service d'un seul, qui est à la base de notre système en 1804. Alors vous imaginez bien, l'évolution individualiste de la société, elle ne pouvait que épouser pleinement. C'est pour ça que je dis ici, vous allez voir, c'est encore plus marqué aujourd'hui qu'hier, il n'y a pas le moindre bout de commencement d'évolution par rapport à ce modèle. Le reste, c'est de la gestion de pénurie, j'expliquerai. Bon. Donc il faut bien comprendre que la logique de partage est tellement marquée historiquement qu'elle n'apparaît même plus. La logique d'une propriété publique est chassée, hein, j'indique juste à hauteur de principe et d'expression, que pour pouvoir rationaliser, je ne dis pas qu'il n'existait pas de domaine public ou de domaine privé des collectivités, mais pour rationaliser la propriété publique, il faut attendre 2003, le CG3P. On attend quasi 2 siècles avant d'oser mettre ensemble des textes qui existaient déjà. Et vous allez voir que c'est extrêmement fort. Merci, vraiment, c'est du service extraordinaire. Il y a du sucre ? Ouais, mais il n'y a pas de touillette. La vie n'est pas parfaite.
La vie est une tartine de merde qui parfois tombe du mauvais côté. On coupera au montage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire encore plus concrètement? Après, mon boulot, ça va être comme en droit de la preuve, d'aller rechercher dans tous les grands principes l'expression de cela, mais d'avoir tué une forme d'enjeu. J'ai pas encore tous les éléments d'une évaluation, d'une appréciation, mais vous dire, écoutez, c'est ça qu'il faut qu'on retrouve, d'autant que c'est pas facile à retrouver. Quand on le sait, c'est partout. Qu'est-ce que ça veut dire encore plus concrètement? Ça veut dire qu'il y a une certaine forme de propriété théorique en droit français. Alors je vais m'expliquer sur ces mots. Ce qui fait la propriété, ça n'est donc clairement pas le besoin. Il faut que vous mesuriez, parce que je vais vous emmener là-dessus, mais ce que socialement ça veut dire. Ça n'est pas parce que quelqu'un a besoin d'un bien que juridiquement on pourrait lui reconnaître un droit sur ce bien. Si on concentre 100% des utilités, c'est comme ça qu'on dit, c'est ce qu'un bien permet, on appelle ça généralement les utilités d'un bien. Si l'ensemble des utilités d'un bien sont concentrées ou réservées à une personne, peu importe que cette personne en ait vraiment besoin, qu'elle s'en serve ou non, c'est donc ce qu'on peut appeler une forme de propriété théorique. On ne peut, en d'autres termes, maintenir une propriété sans partage et qui est un véritable monopole que si on dissocie la propriété du besoin. Autrement dit, c'est totalement anti-marxiste. La propriété collective est, au-delà de la politique, dès le départ, totalement étrangère à notre système. Bon. Autrement dit, il y a quelque chose, je dis de dernier mot, puis après on va voir si ça correspond au droit positif, d'hyper-individualiste, d'hyper-égoïste dans ce système, encore une fois, entendez-moi bien, non pas tant par choix politique. On n'a pas voulu faire du propriétaire une espèce de dieu sur terre. On n'a pas, surtout pas Napoléon dans son système, voulu que l'individu soit surpuissant par rapport à la société. Mais il n'empêche que, faisant ce choix comme étant à peu près le dernier possible, c'est ce qu'on a inclus implicitement. Et l'évolution ici n'est que de le révéler de plus en plus ouvertement. Bon, maintenant, ceci étant dit, c'est mon boulot que de l'asseoir, au-delà d'une démonstration de 3 mots historiques, de l'asseoir sur tous nos grands principes, et ça nous donne, comme, tiens, au hasard en matière de preuve, l'occasion de redescendre les grandes entrées du droit des biens. Alors, on va faire comment? On va aller chercher les principaux textes pour voir ce qu'ils nous disent. On va aller chercher les principales qualifications pour voir ce qu'elles nous disent. Et ensuite, on va évidemment interroger, contrairement à l'ordre habituel des choses, mais ici de manière totalement délibérée, nous interrogerons l'existence d'une définition pour nous juristes de la propriété. Ici, rien à découvrir, tout à rappeler, et surtout, donc c'est une vraie grosse piqûre de rappel, mais l'idée c'est de mettre tas de connaissances que vous avez, mais qui sont peut-être un peu en bordel, ou ok, mais si elles viennent un jour, qu'est-ce que j'en fais, autour d'une idée directrice, en disant, bah, écoute, j'ai compris le principe, il est là, je vais te dire pourquoi il est là, par quel choix, parce que je l'ai compris et retenu, mais surtout je vais te montrer que c'est derrière toutes les règles. Et donc demain, si je dois apprécier telle ou telle règle, l'appliquer, je sais ce qui est en jeu. Bon, donc les textes tout d'abord. On va dire, commençons par les textes du Code civil, les 2 ou 3 grands textes dans lesquels on va retrouver l'idée, mais jamais les mots absolus. Hein. C'est du droit, c'est pas de la pub. Il ne s'agit pas de répéter avec du fluo qui clignote pour vérifier si les gens ont compris. Donc nous avons clairement les articles 544, 45 et j'ajouterai 537. Mon objectif avec vous étant de faire le lien entre ces textes qui sont quand même, effectivement, certainement, les textes qui structurent la propriété dans le Code civil et un choix, le droit n'est jamais que le résultat d'un choix avec un habillage technique qui ne doit pas nous perdre. Bon, 544, effectivement, nous dit, la propriété, le droit de jouir et d'user des choses de la manière la plus absolue. Je prends la proposition principale. Je m'arrête là, mais ça me suffit. Évidemment, attire l'attention chez tout le monde l'adjectif absolu, qui est mis là, non au hasard. Et juste une chose, parce que sinon on va avoir du mal à percevoir l'écho de ce que je vous disais, absolu ici ne signifie pas sans limite, comme dans le vocabulaire courant. Joyeux anniversaire. Et il y a Sacha qui arrive avec un gâteau. Bon, et Marilyn qui sort avec une robe incroyable. Et dès qu'elle éternue, tout explose. C'est ce qui s'est passé grosso modo dès qu'elle a fini sa chanson à 2 balles. Elle était un peu boudinée, ma mère, dedans.
Je dis ça parce que je l'ai lu, hein, j'étais pas là. D'évidence. Donc je reprends un truc sérieux, merde. Oui, donc, 2 raisons de bien écarter que si l'adjectif absolu est le mot qui fait sens à l'article 544, il ne signifie pas, contrairement au sens qu'on lui donne aujourd'hui, j'entends dans le vocabulaire courant, sans limite, mais tout à fait autre chose. Première chose, il n'y a pas de faute de français dans le code civil. Hein. C'est la grosse différence entre ton code et ta copie. Absolu est un superlatif. Un superlatif n'a pas de degré. Une chose est absolue ou elle n'est pas. Une chose n'est pas, contrairement au langage de Jones, plus ou moins absolue. Bon. Deuxième objection pour bien écarter ce sens, c'est pas juste moi qui vous le dis, si on devait lire l'article 544 que la propriété est sans limite, alors les 200 articles qui suivent immédiatement seraient une contradiction pour tout le monde. Absolu a un sens autre et qui est historique, c'est-à-dire qu'à l'époque, ça cause à tout le monde. Absolu fait référence à la monarchie absolue. Et donc il y a à la fois un discours politique et un discours sémantique. Politiquement, c'est de dire désormais chaque propriétaire foncier est seul maître sur son terrain, comme l'était le roi hier sur son domaine. Et ça, en 1804, ça cause à tout le monde. Bien sûr, on l'a perdu un peu. Et deuxième chose, absolu est comme la monarchie absolue, c'est un règne sans partage. Et quand j'ai compris ça, alors je sais lire qu'à l'article 544 se trouve bien traduit un des principaux choix de la Révolution, c'est-à-dire celui d'une propriété individuelle. Et vous avez compris, il faut que je fasse le lien entre absolu et sans partage, ce qui est une démonstration, je ne suis pas le premier à le faire, hein, mais juste que je reprends devant vous, et vous ne devez surtout pas lire absolu comme sans limite. Bien, 545, donc en fait, j'ai la traduction, dès le premier texte, d'un des grands principes, mais pas de tous. Je vois bien ici comment je retrouve une propriété individuelle, individuel étant sans partage, tout pour moi, la logique théorique, que je m'en serve ou pas, que j'en ai un besoin ou pas, c'est à moi. Et donc, sous-entendu, tu as bien compris l'enjeu social, hein, si quelqu'un d'autre que moi, qui n'est pas propriétaire, en a besoin, qu'il crève. Tout est concentré, vous rigolez, mais c'est quand même encore aujourd'hui, hein, notre système. Tout est pour moi, que je m'en serve ou non. Et encore une fois, pas par un choix délirant. C'était certainement pas les convictions ni sociales ni politiques de Napoléon, qui est quand même l'origine de tout ça, mais juste l'idée que, voilà, on veut une propriété sans partage, et peu importe sa cohorte. Ça sera toujours mieux qu'une propriété collective, on va parvenir à la féodalité. Deuxième article, l'article 545. Encore une fois, je vous donne juste l'essentiel. Pas tout et délibérément, parce que tout n'est pas sur le même plan. Ni l'article 544, ni l'article 545. Qui, explicitement, prohibe par principe l'expropriation pour cause d'utilité publique. S'il l'admet, ce n'est que par exception, et moyennant la juste et préalable indemnisation, mais il n'en fait pas un principe. Et évidemment, implicitement, il y a une deuxième prohibition au moins aussi importante, c'est que si déjà l'expropriation pour cause d'utilité publique est regardée, mais de très très loin, alors l'expropriation pour cause d'utilité privée, elle, est implicitement, mais encore plus sûrement, écartée. Bon. Et donc, en termes de discours, c'est un article bien plus riche encore que le précédent, qui, d'une part, traduit l'absence de partage, même si quelqu'un d'autre a besoin, pas d'expropriation pour cause d'utilité privée, et le besoin serait-il général ou au moins collectif, que ça ne justifierait pas non plus par principe l'expropriation. Ici, on a bien la traduction d'une propriété individuelle et d'une propriété privée. Bon. Et ceci, n'étant pas très neutre, puisqu'en fait, les termes, pour ceux qui auraient de la curiosité, les termes, de l'article 545 sont, dans un vocabulaire très moderne, copier-coller de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. D'accord ? C'est un article qui a été repris avec des petits bouts coupés. Donc on est bien au plus profond des choix politiques de la Révolution avant d'en faire des règles un peu plus techniques dans le Code. Et l'article 537 qui dit, la propriété inclut la libre disposition des biens qui en sont l'objet, c'est l'adverbe librement qu'on y trouvera, ce qui est important ici aussi, mais qui signe moins que la propriété serait privée ou publique, ou qu'elle serait individuelle ou collective. Maintenant, ok. Donc je retrouve bien, même si c'est pas
écrit noir sur blanc, si j'ai compris le sens du choix, je peux retrouver dans les principaux textes cette idée d'une plénitude de pouvoir, ce que les Romains avaient comme seul nom pour la propriété, la plena in re potestas, une plénitude de pouvoir octroyée à un seul en termes de monopole. C'est pour ça quand même que la notion de liberté dans la disposition, matérielle ou juridique de l'article 537 n'est pas neutre. Bon, maintenant dans les qualifications, vous allez voir, on va tout retrouver aussi. Le droit de propriété a 3 qualifications. C'est le droit réel de départ, et je ne suis pas zénatien, donc je ne pense pas que la propriété ne soit pas un droit réel, mais les droits réels sur le modèle de la propriété. D'abord, on est en droit positif, droit réel, droit subjectif, et plus récemment, mais ça va dans le même sens, liberté fondamentale. D'abord, c'est un droit réel. Donc, il s'agit ici de qualification, c'est-à-dire de catégories dans lesquelles le droit classe une notion, et évidemment, le choix qu'il fait d'une catégorie par rapport à d'autres qui s'offrent nous enseigne l'idée que l'on se fait derrière la technique. C'est ça mon but. C'est évidemment de vous rappeler ces 2-3 choses, mais de vous dire, c'est pas tant de dire que c'est un droit réel, subjectif et une liberté fondamentale qui nous importe, c'est de trouver le message qui est derrière, de comprendre la raison des choses. Donc droit réel. Droit qui s'exerce directement sur le bien qui en est l'objet, ou directement sur un bien, si je veux faire plus simple, c'est-à-dire sans l'entremise d'autrui, sans dépendre d'un autre que son titulaire. C'est la grande différence, vous le savez, au moins formellement, parce qu'après, dans la subtilité des choses, on peut toujours trouver un peu plus de nuances, mais c'est la grande différence, au moins d'entrée, entre ce droit, le droit réel, et le droit personnel. C'est-à-dire le droit de créance, l'obligation, 3 appellations qui sont identiques de l'autre côté. Autrement dit, donc on va ici juste prendre l'essentiel du message. Le droit réel est un droit qui ne connaît pas l'altruisme. L'autre n'existe pas. Ce droit ne dépend pas d'un autre que son titulaire. Tout ça, c'est de la politique et ce sont des vrais choix. Le classement, il n'est pas au hasard. C'est pas pour faire propre dans notre chambre comme quand on était môme. Là où je mets un droit, là où je le qualifie, je traduis un choix politique. Donc, ce droit existe indépendamment de l'autre, puisque le propriétaire est seul en relation avec l'objet de son droit. On voit bien ici toute la différence entre un titulaire de droit réel, un propriétaire, et un créancier qui, quelle que soit la nature de sa créance, même au-delà du résultat de garantie, est toujours dans la dépendance de son débiteur. Soit que le débiteur ne soit pas matériellement en état d'exécuter, soit que le débiteur refuse d'exécuter. Il y a donc, c'est tout ce qu'il faut retenir ici, une fragilité, alors certes relative, mais une fragilité dans le droit personnel par la seule existence de l'altérité. L'obligation n'existe pas sans 2 liens distincts, et sinon nous avons, article 1300 du Code civil, un cas de confusion. L'obligation s'éteint si par un hasard quelconque, le créancier et le débiteur deviennent la même personne. L'obligation n'existe pas autrement que dans un rapport d'altérité. Le droit réel nous dit exactement l'inverse. Pour ce qui est de ce droit n'intercale, c'est pour ça que j'ai parlé d'entremise, n'intercale aucun autre entre le propriétaire et son bien. Ok. Alors là, très clairement, je retrouve non pas tant l'expression d'une propriété privée, c'est pas l'enjeu, mais vraiment d'une propriété sans partage, d'une propriété qui concentre tout ce qu'un bien permet en un seul, et à ce point que si vous me parlez de tiers, encore moi je suis gentil, si vous me parlez de tiers en matière de droit des biens, j'arrête de lire votre copie. Et c'est là que j'ai un vrai problème de compréhension. Le tiers, c'est dans une logique d'obligation, où je peux dire, t'es parti ou t'es tiers, parce que ça change tout. Il y a quelque chose d'absolu ici. C'est-à-dire que ça n'existe qu'entre une personne et son bien, et le reste du monde doit le respecter. Il n'y a pas de tiers au sens strict en droit des biens, et au mieux on le verra, il y a d'autres propriétaires. Je ne vais pas plus loin pour l'instant. Deuxième qualification, c'est un droit subjectif. Alors ça, c'est l'occasion d'en parler un peu. Il est possible que Christophe ait mentionné techniquement, pas au sens des sources du droit, ce qu'est un droit subjectif, mais là, en tout cas, on va bien le voir. Donc, un droit subjectif est un droit, correspond à une valeur, parce que dire qu'un droit est un droit, c'est bien, mais il n'y a pas besoin d'en faire 2-3 ans de droit pour y parvenir.
Donc correspond à une valeur considérée comme juridiquement indissociable du sujet qui en est le titulaire, d'où le nom, droit subjectif, et dont il résulte, je fais la définition la plus simple que je connaisse techniquement du droit subjectif, et dont il résulte juridiquement que toute atteinte, ou même toute menace d'atteinte à ce droit, équivaut à une atteinte ou à une menace d'atteinte à la personne même. Rehausser l'objet du droit jusqu'en disant mais il n'y a pas de dissociation avec le sujet, c'est, semble-t-il, offrir le plus haut degré de protection. Et on commence à voir, donc en fait c'est le cas du droit de propriété, c'est même le premier de tous les droits subjectifs, même s'il n'y en a pas beaucoup encore aujourd'hui dans notre système. Et on retrouve la même idée, c'est que, grosso modo, en protégeant la propriété, dans une conception donnée, c'est la personne même de son titulaire qui est protégée, et toute atteinte à la propriété ou toute menace à la propriété doit être juridiquement vue comme une atteinte à la personne, ce qui, semble-t-il, permet de déclencher le degré le plus facile de réaction. Alors maintenant, ça c'est ce que vous devez entendre, mais ce n'est pas encore suffisant pour un futur praticien, parce que le droit subjectif, ça a un sens pour un praticien. En conséquence, c'est pour ça que je n'ai pas voulu ne dire que la suite, il faut les lire. Donc, en conséquence de ce qui précède, de ce choix de politique juridique, la protection d'un droit subjectif ne se fait pas par le droit commun de la responsabilité civile. C'est ça que ça change. Elle se fait à sa propre condition. Il n'y en a qu'une seule. Aussi concrètement, c'est pas facile de comprendre techniquement ce qu'est un droit subjectif, donc je creuse un peu. Aussi faut-il comprendre que, en présence d'un tel droit, et notamment du droit de propriété, je vous rappellerai les exemples que vous connaissez après. La protection qu'offre le système juridique, et ici donc le juge, n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice, ni à celle d'un fait générateur, et donc corrélativement à l'exigence d'une causalité entre ces deux éléments. Je vais redire la même chose autrement, mais soyez rassurés, il y en a très peu sous cet angle-là, heureusement. Quand on se trouve techniquement en face d'un droit subjectif, ça veut dire que la menace ou l'atteinte à un droit ne ressortit pas à la responsabilité, contrairement à ce qui est la réaction commune. Normalement, l'atteinte à un droit est relevable de la responsabilité, d'un point de vue civiliste. Ici, non. Et donc j'ai commencé par dire, déjà, mesure bien que ça veut dire que la protection ne suppose ni preuve par le demandeur d'un préjudice, ni preuve d'un fait générateur quel qu'il soit, et donc, consécutivement, pas de preuve d'un lien de causalité. Ça veut donc dire, et je suis encore, à mon sens, dans l'ordre du concret, que le titulaire d'un tel droit, tient au hasard un propriétaire, est donc bien plus assuré que n'importe quel autre titulaire d'un droit non subjectif d'être protégé. Moins il y a je la fais autrement, parce que c'est une occasion, on n'aura peut-être pas 50, mais elle vaut dans toute occurrence. Moins il y a de... Enfin non, on va le faire en sens inverse. Plus il y a de conditions au jeu d'une règle, conditions sur le fait générateur, conditions sur le préjudice, conditions sur l'incausalité. À l'intérieur, il y en a plein. Moins le rendement de cette règle est important. Il faut, et si l'occasion s'en présente, n'hésitez pas à l'écrire, ça montre une certaine forme de maturité. Il faut comprendre que cette litanie de conditions que vous apprenez ou qu'on vous a demandé d'apprendre, il faut commencer par la voir comme étant autant d'obstacles à ce que l'effet d'une règle se produise. Si je suis plus dans j'apprends des choses par cœur à la con, ce que depuis 2 heures je ne suis plus, c'est un effort surhumain et j'ai fait sur moi. À chaque fois que je vois une telle condition, avant de me dire bon, je vais les apprendre par cœur, je vais me dire tiens, est-ce qu'elles sont nombreuses ou pas? Est-ce que finalement il y a une espèce de faveur pour que la règle s'applique rapidement, avec peu d'aléas ou non? Et ce qui est vrai même aujourd'hui, c'est que la responsabilité civile, ce droit commun de l'atteinte à un droit, réunit beaucoup de conditions. J'entends beaucoup comparé à celles que requiert la protection du droit subjectif. L'idée n'est pas un hasard, c'est que
Moins une règle est de rendement important, plus nous avons de marge de liberté, plus nous ne sommes pas en menace d'être toujours condamnés. Et c'est une idée qui reste à la base de la responsabilité, et même qui explique les systèmes d'indemnisation qui ont pris le relais parfois, en disant c'est quand même trop aléatoire. C'est que la responsabilité, oui, vous la voyez comme un truc très très abouti, oui, mais aussi longtemps que tu auras derrière le fait générateur 3 à 7 conditions, derrière le préjudice 2 à 4 conditions, tu devras mesurer comme un bon futur praticien que c'est pas parce qu'on vient te dire monsieur le juge a mal et lui a salopard que tu peux répondre positivement. Que tu vas dire, ok, est-ce que les conditions sont satisfaites pour que je vous fasse droit, et que plus tu auras de conditions, moins tu arriveras régulièrement à l'aboutissement, mais ce qui veut dire que dans notre vie collective, on arrive à se supporter les uns les autres. Tu peux me causer un préjudice, ou moi je t'en cause par mes conneries, aussi longtemps qu'il n'y a pas de fait générateur au point de départ, je suis tranquille, tu ne pourras pas me faire condamner. Cette logique de vivre ensemble, de garder de l'espace, de ne pas s'aigrir les uns les autres, qui reste encore aujourd'hui au cœur de la responsabilité, est totalement écartée en matière de droit subjectif. Il n'y a qu'une seule condition, j'entends pas probatoire, mais une condition substantielle à la protection d'un droit subjectif, et elle est hallucinante de facilité, l'absence de consentement de son titulaire à l'atteinte. Point. Alors, si vous voulez dire, ok, mais où est-ce que j'en ai vu ailleurs? Il y en a très peu. Il y en a très peu. Et vous comprenez pourquoi je vous dis, heureusement qu'il y a très peu de droits subjectifs. Parce que là, c'est vraiment pas fait pour vivre ensemble. C'est fait pour gagner à tout coup. C'est même fait pour te faire peur. Ne t'approche pas, c'est un droit subjectif. Tu n'as pas de marge. Si je ne suis pas d'accord pour ton atteinte, tu es mort, loulou. Mais vous avez rencontré ça, alors historiquement, parce que c'est plus exactement totalement le cas, dans certains droits de la personnalité. On va dire, grosso modo, entre 70 et 2000, un certain nombre des droits de la personnalité, en tout cas ceux qu'on classe comme tels, ont été des droits subjectifs. Justement, pour que leur protection ne soit plus relevable de cette espèce de grille d'équilibre qu'est la responsabilité. Oui, d'accord, mais y a-t-il un fait générateur? Oui, d'accord, mais y a-t-il un préjudice? Et tout ça est-il relié par un lien de causalité? C'est exactement donc ce que postule tout droit subjectif, et le premier d'entre eux est le seul stable, c'est la propriété. Alors, un ou deux exemples pour que vous mesuriez, que vous connaissez. Le premier, évidemment, l'exemple le plus simple, c'est l'empiètement. L'empiètement, donc, c'est une situation banale de débordement d'une construction, pour faire simple, depuis le fond d'une personne jusque sur le fond d'une autre personne. Sur la partie en empiètement, donc sur la partie qui déborde, il y a incontestablement une atteinte à la propriété, éventuellement une atteinte à la jouissance, même si elle est très faible, et derrière la menace d'un usucapion à terme. Pas systématique, ok. Et vous savez comme moi que la Cour de cassation, parce que c'est un droit subjectif, et justement pas dans une logique de responsabilité, dit constamment, peu importe le type d'empiètement, c'est-à-dire en surface, en tréfonds ou en superficie, et que ce soit à 45 mètres de la surface du sol ou 32 mètres dans le tréfonds, je m'en fous, c'est neutre, quelle que soit l'ampleur de l'empiètement, même 1 millimètre, s'il y a quand même un couillon pour aller en justice pour 1 millimètre, tout est possible. Ça m'est égal, tout empiètement doit aboutir, c'est une forme de revendication, donc cette action en justice en reconnaissance de la propriété, à une démolition. Et j'indique, et il y a un arrêt au Dalloz il y a 2 semaines, démolition dont il faut que vous ayez en tête que, bien sûr, à minima, elle concerne la partie en empiètement, mais si cette démolition fragilise l'ensemble de l'édifice, même la construction qui est, licitement construite chez celui qui a fini par déborder doit être intégralement détruite. J'essaie de vous montrer ce que c'est pour un futur magistrat, comme ce que ça peut être pour moi, avocat, que d'avoir en jeu un droit subjectif. La logique de on va peut-être gagner, peut-être perdre, il va falloir convaincre, on s'en fout. Tu n'as pas à me rapporter un fait générateur, tu n'as pas à me rapporter un préjudice ni de lien de causalité, et vous voyez bien comment la protection n'est plus aléatoire. Elle n'est plus aléatoire parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'espace, on ne veut pas dire il faut vivre ensemble quand même. Non, pas pour cette valeur-là. Et j'indique quand même que vous mesuriez bien que il y a ici une logique ultra individuelle et ultra privée. C'est que, certainement pour ceux qui ont fait du droit public et un peu de droit administratif, je sais que ce matin vous êtes régalés. Patrick, si tu m'écoutes. Jusqu'en 2002, en cas d'empiètement du fait d'un ouvrage, d'une installation à finalité, on va dire, collective ou publique,
Donc dans un vrai conflit entre un propriétaire, un individu d'une part, et grosso modo la société d'autre part, les juges administratifs refusaient la démolition. De manière constante, et vous savez ce qu'il en était résulté, une forme d'adage, par la régularité de cette solution, qui disait, vous connaissez, on l'a tous en tête, ouvrage public mal planté ne se détruit pas. Donc on disait quand même, ok, la propriété c'est un droit subjectif hyper protégé, mais enfin, quand c'est un hôpital, une caserne, une crèche, n'importe quel édifice ou installation dans un intérêt général, quand même pas nous emmerder entre Madame Bronchu qui est propriétaire du truc et l'ensemble de la société qui va profiter d'eux. Oui, sauf que ça aboutissait à quoi en réalité? Ça aboutissait à une expropriation sans juste et préalable indemnité. 2002, même le Conseil d'État abandonne sa position et donc aujourd'hui, sans aucune exception, quelle que soit la finalité de l'ouvrage en empiètement, il peut être détruit. Attention, ce n'est pas un truc de flic, c'est si le propriétaire du fonds concerné par le débordement le demande. Et du seul fait qu'ils disent, monsieur le juge, j'ai jamais consenti, je ne suis pas d'accord. Ça suffit. Et l'argument, vous l'avez vu dans les tonnes d'arrêts, alors aujourd'hui du Conseil d'État, mais depuis toujours de la Cour de cassation, en disant, mais monsieur le juge, il n'y a pas de préjudice. Enfin, ok, il y a un bâtiment qui penche un peu et qui, à 32 mètres de la surface du sol, dépasse de 3 cm. Ça ne change rien à la vie du demandeur, quel emmerdeur. Et ça lui fait pas mal. Et son terrain n'est même pas dévalorisé. Oui, d'accord. Mais là, vous êtes en train de raisonner devant moi comme si c'était de la responsabilité. Donc vous êtes en train de me dire, monsieur le juge, il n'y a pas de lésion de l'intérêt légitime, c'est pas vraiment un préjudice. Ou vous m'ajoutez, monsieur le juge, c'est juste que la terre a bougé ou que le géomètre a fait une simple erreur que n'importe qui aurait pu faire. C'est même pas une faute, monsieur le juge. Vous êtes en train de me demander de raisonner en termes de responsabilité. Vous me prenez pour une truffe. Ce qui est en jeu ici, c'est un droit subjectif. Heureusement qu'ils ne sont pas très nombreux. Mais devant un droit subjectif, mon petit loulou, je ne raisonne pas, je n'ai pas à raisonner comme ça. Ok, maintenant qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est hyper individualiste, donc totalement sans partage. On retrouve derrière la technique ce choix dont je vous parlais. Et alors clairement, par l'évolution même de la position du Conseil d'État, clairement aussi une expression de la propriété qui est par principe privée. Il n'y a pas de balance des intérêts ici. Tout n'est pas le droit des droits de l'homme, heureusement. Bien. Reste enfin la dernière qualification, celle de liberté fondamentale. Donc liberté fondamentale, on peut l'avoir en deux mots comme une valeur que l'État, dans l'exercice de son pouvoir normatif, j'en fais une définition pour un praticien, pas un truc de théoricien qui fume des cigarettes qui font rigoler. Donc, valeur qui, j'ai dit quoi, que même l'État, dans son pouvoir normatif, ne peut pas vider de sa substance. Autrement dit, pour faire simple, techniquement, une liberté fondamentale est quelque chose de paradoxal, puisque c'est posé par, enfin reconnu par le droit, parce que c'est posé par le droit, j'en sais rien, c'est une question de philosophe, mais c'est reconnu par le droit et plus fort que le droit. C'est une limite qu'on ne peut pas dépasser. C'est ça l'idée, c'est pour ça qu'on dit que c'est fondamental. Et dans ce que les Français en ont fait de ces libertés fondamentales, donc dans une évolution hyper individualiste, grosso modo, les libertés fondamentales sont devenues, je dirais pas ça à un Allemand qui le prendrait historiquement extrêmement mal, mais à un Français, il n'y a pas de doute, elles sont devenues l'expression de l'individualisme juridique. Je suis donc j'ai droit. Comme si j'étais la finalité même des règles. Il y a des lignes majeures de Carbonnier et Lipschaber là-dessus, avec plein d'exemples concrets, partout. Donc, j'insiste pas, par la positivité découverte sur le tard, grosso modo 1982, d'un certain nombre de textes que l'on reconnaît aujourd'hui dans le bloc de constitutionnalité, dans l'ordre interne, parce que dans l'ordre de l'Union et dans l'ordre de l'Europe des droits de l'homme, il n'y a pas de doute non plus, le droit de propriété est une liberté fondamentale, et par l'évolution qu'ont prise ces libertés fondamentales, c'est donc que la conception privée et individuelle de la propriété ne peut même pas être fondamentalement remise en cause par le législateur,
puisqu'elle est au-dessus même des principes qu'il peut arbitrer et mettre en œuvre. Donc ça veut dire, pour être très concret, que même l'État, ici, doit respecter, non pas tant la propriété, que cette conception-là de la propriété. Bon. Ok. Donc il n'y a pas de doute, tous les textes, et je ne vous ai pas ennuyé avec les articles 3 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme, sur le côté naturel, sacré, inviolable, imprescriptible, enfin, toutes ces choses que vous connaissez qui sont que du blabla, mais qui toutes ramènent au même choix qui est juste derrière, d'une propriété sans partage, un homme, un bien, et par principe privé. Ok. Donc, quelle est la définition d'une notion aussi importante, dont je rappelle qu'avec la famille et le contrat, elle est censée former les trois piliers du droit civil. Encore une fois, expression, lui on peut toujours l'utiliser, de Jean Carbonnier. Qu'est-ce que la propriété donc? Non pas quelle est la conception, mais quelle est sa définition. Je fais ici deux remarques rapides. La première, c'est que le Code civil ne la définit pas. Les articles qu'on a mentionnés indiquent des éléments de régime. Ça inclut le droit de jouir et d'user. Ok, d'accord, ça c'est le contenu, c'est pas une définition. 545 me donne un élément de régime, 537 aussi. Donc le Code civil ne définit pas une notion pourtant clé dont on a compris que l'idée qu'on en retient dans une société commande la société elle-même. Alors est-ce que c'est surprenant? La réponse est négative. Il se trouve que s'il n'y a pas de définition juridique de la propriété, c'est que, au moins sous l'empire du Code civil, et je dis, avant il y avait des définitions juridiques de propriété, la propriété correspond exactement à l'idée que, dans une société occidentale, on s'en fait. La propriété, ça veut dire quoi pour un non-juriste? Ça veut dire, si je fais attention à la structure même du mot, avoir en propre. Avoir à soi, et si même je suis précis et quasi dans le truisme, à soi seul. J'indique parce que j'aime bien cette formule que, certainement par des règles, des réflexes très très anciens, le premier geste d'un être humain qui naît, quand on pose quelque chose dans sa main, c'est de refermer, donc d'exclure les autres, et de porter à sa bouche pour vraiment être sûr que personne d'autre n'en profitera. Autrement dit, non mais c'est une logique de survie. Autrement dit, comprenez, et il n'y a pas de complot judéo-maçonnique là-dessous, c'est que pour une fois que notre système disait la propriété chez nous c'est un homme, un bien, c'est privé et sans partage, pour une fois, ce choix du droit correspondait exactement à l'idée presque humaine de l'appropriation, du fait d'avoir que pour soi et de mettre les autres à l'écart. D'où j'explique très simplement qu'il n'y a pas le moindre besoin d'une définition juridique, puisqu'on a besoin d'une définition juridique, justement, quand derrière un même mot, ce que nous visons, ce que nous retenons, n'est pas ce que tout le monde attend. Donc ne soyons surtout pas surpris de ne pas trouver de définition pour une notion aussi importante, alors que celle de la famille et celle du contrat ne sont pas les mêmes en droit et en dehors du droit, mais ici c'est, par cette idée, le plus proche de nos réflexes presque, alors je ne vais pas dire animaux, mais de survie. Une espèce de vieille connaissance reptilienne de si c'est à moi, si c'est en propre, je ne le partage pas. Bien. Donc la manière de concevoir la propriété en droit français semble extrêmement individualiste, et je répète que l'évolution plus moderne de la société ne faisait que épouser un choix qui n'avait pas été fait pour cette finalité. Et voilà pourquoi aujourd'hui, et on a vu par exemple avec un ou deux exemples, la propriété n'est pas moins individuelle, elle est même encore plus, mais ce n'est qu'une question de degré. Bon. Et si on essaie de se représenter la propriété en droit français à partir de tout ça, grosso modo, on doit dire que c'est une espèce de royaume privé, que c'est une espèce de monopole, que c'est une espèce d'île déserte, et là où je suis propriétaire, je peux rester seul, en ce compris, et c'est là qu'on aura certainement un élément de contradiction plus tard, à l'écart de l'État. Le fait de dire c'est une liberté fondamentale me dit au moins l'État ne peut pas, par principe, remettre en cause le fait que ce soit sans partage et tout pour moi. Bon, deuxième temps, il est énorme en technique, et à la fois, donc là, j'ai bien cette conception, une conception originale, fut-elle
relativement humaine, une conception d'une propriété sans partage, d'une propriété par principe privée. J'ai montré d'où ça vient et comment ça se manifeste. Maintenant, si je prends les grandes institutions du Code civil qui vont suivre, parce que je vous avouerai volontiers, c'est un aveu pas très compliqué à faire, que j'ai, alors certes ce sont d'énormes monstres du Code civil, mais enfin j'ai 3 articles pour moi. C'est pas grand-chose. Si je vais chercher toute la technique juridique qui suit ces textes, où je vais trouver, allez, les servitudes, où je vais trouver les règles sur les clôtures, sur le bornage, sur les distances d'ouverture, c'est-à-dire en fait de construction, sur les distances de plantation, où je vais trouver la mitoyenneté, donc servitude, clôture, bornage, ouverture, c'est-à-dire les jours et les vues, distance de construction, distance de plantation et mitoyenneté, c'est-à-dire grosso modo, allez, à peu près 150 articles du Code civil. Juste qui suivent. Hein. Nous allons trouver quelque chose d'a priori bizarre, une forme de contradiction immédiate. Donc, nous partons d'un choix politique. Nous trouvons dans la grande structure des biens, dans les principaux textes, dans les qualifications, et après avoir réfléchi rapidement sur la définition, nous trouvons la traduction de ce choix politique. Un homme, un bien, c'est privé et c'est individuel. Et là, ce que je suis en train d'envisager avec vous, c'est que, en déroulant un certain nombre d'institutions importantes et que le Code déroule et développe, de prime abord, on va se dire non. Entre les principes et la technique, il y a comme une sorte de contradiction. Je l'indique tout de suite, c'est ce qu'on va voir maintenant, cette contradiction n'est qu'apparente et avec un tout petit peu d'analyse. Le choix de cette propriété totalement... merde. Non, pas totalement merde. Oups, il faut que je récupère le truc. Et je m'appelle Pierre Richard, dès lors qu'il faut que j'utilise mes mains. D'une propriété qui a l'air assez différente, va nous apparaître, mais ce ne sera qu'une apparence. Alors, essayons là de faire l'essentiel. Le but, si vous avez des questions, je suis très heureux d'y répondre. Mais le but est de mettre en perspective et de faire le tour d'une matière avec son intelligence d'ensemble. C'est tout. C'est tout, si j'ose dire. Bon, regardons les servitudes. Rappelons tout de suite que nous sommes en train de comparer des pommes et des pommes, hein, pas des trucs différents. Le droit de servitude est un droit réel. Donc on est, du point de vue des qualifications, au même endroit. Deuxième chose, évidemment, vont m'intéresser essentiellement ici les servitudes légales. Pourquoi ? Parce qu'elles ont ceci de particulier qu'elles s'imposent aux propriétaires d'un fonds servant, c'est comme ça qu'on appelle le terrain d'exercice d'une telle servitude, sans lui laisser son choix. Autrement dit, tout de suite, l'idée de solitude, l'idée d'individualisme paraît contredite dès qu'on en vient aux servitudes légales, parce que, pour l'instant, ce n'était que des mots. Bonne nuit. Pour l'instant, ce n'était que des mots. Dire c'est individualiste, c'est égoïste. Mais si ça a un sens plus pratique, ça veut dire que normalement, si je suis le principe, chaque propriétaire décide seul. Puisqu'il n'y a personne entre lui et son droit, puisqu'il ne dépend pas d'un autre, ça veut dire, et c'est certainement l'essentiel, et quand nous allons voir l'usufruit et surtout l'indivision, il va falloir qu'on trouve une place, et on la trouve facilement avec tout ça. Hein. Mais normalement, donc concrètement, ça veut dire que chacun d'entre nous qui est propriétaire, et la meuble ou immeuble, décide seul. C'est qu'on n'a pas à souffrir la décision, le refus d'un autre. La logique de ce droit qui met directement son titulaire en rapport avec le bien. Et vous comprenez que dès qu'on arrive sur une servitude légale, où la loi dit c'est comme ça et pas autrement, toi sur ton terrain il peut y avoir une servitude qui s'impose et que tu sois d'accord ou pas, on s'en fout. Donc autrement dit ton refus est neutre et ton acceptation, on s'en passera. On semble bien avoir une contradiction, vous me suivez ? Donc c'est pas toutes les servitudes, parce que pour toutes celles qui sont conventionnelles, ça n'est jamais que le consentement du titulaire. Mais ce qui pourrait remettre en question, dès qu'on entre dans la technique, tout ce qui précède, c'est bien l'institution des servitudes légales. Alors, qui ne correspond pas à beaucoup de cas dans le Code civil, grosso modo des situations naturelles, celles où il y a un puits sur mon terrain et pas sur ce alentour, on en dit 104, il n'y a pas d'adduction de partout,
La situation dans laquelle j'ai des terrains qui sont en état de prairie, mais pas de bêtes, donc mon voisin peut m'imposer la présence de ces bêtes. C'est l'état de déclivité d'une zone qui interdit de bloquer l'eau de ruissellement à ceux qui sont en amont. Ah putain, je suis fait. Ouais, quelque part. En amont, en aval, je ne sais jamais. C'est mon côté Monsieur Duss. Le planter du bâton, oui. Mais alors, amont-aval, je me perds tout le temps. Et puis évidemment, le dernier cas, tu vois, il y en a 4. Hein, c'est la situation d'enclave. C'est-à-dire la situation où un terrain, on va donc dire maintenant une parcelle, n'a soit aucun, j'en ai jamais vu, hein, en 25 ans d'immobilier complexe, soit n'a aucun accès à la voie publique, soit n'a aucun accès suffisant. Et cette situation d'enclave permet d'imposer au terrain qui sépare celui qui est concerné de la voie publique un passage pour pouvoir aller et venir, assurer la desserte normale du fonds enclavé. Bon, donc déjà, c'est pas beaucoup de cas, mais c'est quand même apparemment une contradiction. Donc les servitudes, on va mesurer la contradiction. Vous allez voir, c'est pareil partout, puis la conclusion sera plus facile à tirer ensuite. Donc, première chose, les servitudes ne contredisent pas le caractère privé de la propriété. À aucun moment on dit, et derrière ça, c'est l'État qui est propriétaire. Donc, ce qu'elles remettent en cause, ce n'est pas le caractère privé, mais c'est le caractère individuel, c'est le caractère sans partage. Sous l'angle des servitudes légales, il y a une certaine forme de partage, puisque un ou plusieurs aspects d'un fonds, le fonds servant, se trouvent, au titre d'un droit réel, hein, c'est donc une vraie compétition, affectés au service d'un autre fonds, et donc, pour terminer, d'un autre propriétaire. Il y a une certaine forme de partage. Bon. Deuxième institution, ouais, la clôture. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça nous intéresse? Pas à mort, mais tout ce qui m'intéresse dans les quelques règles que le Code civil prévoit ici, c'est que ce clore est érigé comme un devoir. Un devoir que le propriétaire d'un fonds n'a pas à respecter spontanément, mais que n'importe lequel des propriétaires voisins d'autres fonds peut lui imposer. Donc tu vois, à nouveau, l'idée que, et quand même c'est l'inverse de ce qu'on a dit, l'idée que la volonté d'un autre, que la décision d'un autre, pourrait s'imposer au propriétaire au-delà de sa superbe, comment dire, son superbe détachement, trouve une contradiction. Point de départ, la propriété, c'est un homme, un bien, je suis seul et je me coupe du monde. Mais les servitudes légales font que la décision ou le refus est neutre. La clôture font qu'une décision est prise de l'extérieur et que le refus est neutre. Troisième institution. Alors encore une fois, ça laisse entendre plutôt une atteinte à l'individualisme qu'au caractère privé. Le caractère privé, on ne l'a jamais remis en cause. Tout simplement parce qu'il faut une révolution dans une société pour imposer une propriété qui soit plutôt collective. Troisième règle, juste pour l'essentiel, le bornage, qui est donc la position de signes physiques indiquant, avant même tout cadastre, hein, localement, la limite entre des fonds distinctement appropriés, c'est ça le bornage, donc la position de marque physique indiquant la ligne de séparation entre deux fonds distinctement appropriés. Le bornage est aussi un devoir. Alors non pas que chaque propriétaire doive spontanément le faire, mais que un propriétaire peut imposer le bornage à son voisin, et même malgré le refus de ce dernier. Alors vous allez me dire, ok d'accord, ça vide pas toute la propriété. Oui, ça en fait pas une propriété publique, mais c'est un nouveau cas dans lequel on s'est dit, mais cette espèce de splendide isolement, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, cette espèce d'autarcie qui marque la propriété individuelle et son partage, là aussi, alors elle n'est qu'écornée, mais ça va quand même pas dans ce sens. Ok, et si j'ajoute... quoi d'autre? Ah oui, les distances d'ouverture. Les distances de construction et les distances de plantation, donc les fameuses institutions des jours et des vues par exemple, on se rend bien compte que chez lui, un propriétaire qui construit ou qui plante n'est pas libre de le faire dès lors qu'il se rapproche
d'un fonds autrement approprié. Donc plus on se rapproche de la ligne de séparation d'entre deux fonds, plus il y a des restrictions à l'exercice absolument libre de la propriété de l'un d'entre nous. Plus je me rapproche, et moins je suis fondé à faire des ouvertures qui me permettraient de voir. Si je peux avoir des ouvertures de partout qui me donnent de la lumière, en revanche, plus je me rapproche, et moins j'ai le droit de planter, parce que le risque est que les racines ou les branches, etc., etc. Donc là, c'est un peu différent, mais en tout cas, ça montre que dans la sphère de sa propriété, un propriétaire n'est pas absolument seul à décider. Et qu'en tout cas, soit d'autres peuvent lui imposer une décision, soit que la présence d'autres peut limiter ses propres décisions. Et quant à la mitoyenneté, alors qui est un truc insupportable dans le Code civil en 1804, c'est l'état donc d'une marque physique de séparation, c'est plus simplement une borne, qui ne mérite sa qualification de mitoyenne que si elle est à cheval entre deux fonds distinctement appropriés. Donc état d'une marque de séparation, donc mur, fossé ou haie, situé à cheval entre deux fonds distinctement appropriés, et dont la particularité, quelle horreur en 1804, est d'appartenir à chaque propriétaire des fonds ainsi séparés, donc une espèce de zone. Ce n'est pas une propriété parce que ce n'est pas un objet d'appropriation autonome, mais d'une zone de propriété collective. Alors qu'il n'ajoute toujours pas une propriété publique, mais alors là, pour un cas de partage, bien. Après, je vais vous donner les définitions et l'idée directrice. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez avoir n'importe quoi là-dessus et toujours retrouver l'idée. De toute façon, il n'y a qu'une seule idée, celle par laquelle là on chemine. Première chose, donc, s'il y a ici des contradictions, elles sont limitées. Jamais, jamais, une des institutions, c'est 200 articles du Code, tout ça, qu'on vient de survoler dans l'essentiel. Jamais il n'y a de contradiction à la propriété privée là-dedans. Jamais. En revanche, de différentes manières, il semble que la volonté d'un propriétaire, sa décision, ne puisse être toujours abstraite de la décision d'autres, mais si est remise en cause apparemment la propriété sans partage. Nous allons voir, et c'est bien parce que là on peut faire un vrai arrêt là-dessus jusqu'à la prochaine fois, que d'abord, ça n'est pas au profit de n'importe qui. Et ça n'est toujours pas au profit de quelqu'un qui ne serait pas propriétaire mais qui aurait besoin. Cette logique d'exclusion, parce que l'élément clé de la propriété, c'est bien quand même l'exclusivisme. Je suis seul. Cette logique d'exclusion demeure. Regardez, en fait, à qui profite, encore que dans les servitudes, on n'ose même pas le dire, puisqu'on dit que, et c'est le seul cas en droit français, c'est un rapport entre deux droits et pas entre deux personnes. Un rapport entre le droit réel qu'on a sur le fond dominant et le droit réel qu'on a sur le fond servant. Donc ici, on masque même les choses tellement c'est compliqué dans ce système. Mais si on dépasse cette apparence, à qui profitent ces différentes exceptions? On va faire les exclusions ensemble. Un, profite-t-elle à la société? Ah, aucunement. C'est hyper localisé comme effet. Deux, je l'ai dit, ça ne profite pas à quelqu'un qui ne serait pas propriétaire, mais aurait un besoin. Et donc, qui reste? En fait, le profit de ces règles désigne uniquement un autre propriétaire d'un autre immeuble, soit contigu, soit proche. Et c'est bien, à mon avis, plutôt cela qui est essentiel ici, qui fait que ce sont des exceptions à ce qui précède, mais des exceptions qui confirment ce qui précède bien plus qu'elles ne viendraient finalement l'écarter. L'idée est évidemment que le droit de propriété est tellement individualiste, tellement égoïste, et qu'il comprend tellement la possibilité d'exclure l'autre, que lorsque l'autre, attention, c'est pas n'importe qui, est un autre propriétaire, et qui se trouve à proximité, le risque d'un conflit est majeur, puisque nous avons, toi et moi, le droit de nous ignorer et de nous exclure. En fait,
toutes ces règles ne permettent que de pacifier le contact entre deux propriétés foncières quand il peut se faire. Ça ne profite pas, je le répète, à l'ensemble de la société, ni à des non-propriétaires, et ça ne fait que pacifier ce qu'on appelle dans nos contes d'enfants les marges de la propriété, les frontières externes. Donc en somme, si vous voulez bien me suivre, et ce sera le dernier point là, parce qu'on peut arrêter ici, temporairement, nous avons au travers de toutes ces règles la confirmation de ce que la propriété est bien par principe partout dans notre code privé, et surtout sans partage, parce qu'elle est sans partage, il faut bien qu'au moment où il y a une rencontre, le droit ait organisé quelque chose pour éviter des conflits en permanence. Bon. Et je voulais juste sur un dernier mot, et c'est là que la prochaine fois qu'on se verra, il faudra me rappeler les choses pour qu'on puisse rembrayer tout de suite. C'est que tout ce qui précède correspond au droit positif. Il y a évidemment des institutions que je n'ai, 2 ou 3 importantes, que je n'ai délibérément pas encore mentionnées. Et puis, j'ai même pas encore mentionné l'intégralité de 544 ou de 545. Mais, juste pour voir comment, à partir de là, on peut difficilement aller plus loin, juridiquement, et qu'il va bien falloir, non pas revenir sur tout ce qui précède, mais comprendre qu'il y a forcément de la nuance après, c'est que, 1, ce qui vient d'être dit correspond à une logique juridique qui n'est pas celle de la société française dans laquelle le groupe l'emporte à peu près toujours sur l'individu. Là, c'est ultra individualiste. Même Madelin n'aurait pas osé dire le quart du tiers de ce que je viens de dire, qui est notre code. Et donc, a priori, cette puissance, cette surpuissance de l'individu par rapport à la société correspond mal à notre code, et en 1804, et malgré, et en dépit de l'évolution du droit de l'homme encore aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose, non pas d'inexact, mais certainement d'incomplet dans ce qui précède. C'est pas inexact, c'est bien ça le droit positif, mais on ne peut pas résumer le droit positif à ça. Et puis, deuxième chose, cette idée qu'on est seul au monde et qu'on exclut les autres, en ce compris la société, elle est très difficile à tenir lorsque on n'a plus d'espace. En 1804, dire un homme, un bien et les autres à l'écart a du sens. Maintenant qu'on est tous concentrés dans quelques zones et qu'on veut tous vivre au même endroit, cette idée que on ne veut pas politiquement de partage, il faut quand même la confronter à oui, mais pratiquement, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement que d'avoir un partage? Donc, il y a 2 balanciers à voir ici, qui encore une fois ne remettent rien en cause, mais on amène un peu plus de subtilité. Il y a bien des limites, on va dire, sociales à la propriété, dans une logique collective, et qui doit être, à mon avis, importante pour un futur magistrat, parce qu'à ne voir que moi, propriétaire, on se dit, t'es dans quelle société, toi? Et la deuxième chose, c'est qu'indépendamment même de l'équilibre qu'on trouve entre l'individu et la société, de toute façon, il n'y a pas assez de place là où chacun veut être propriétaire en matière foncière pour pouvoir envisager qu'il n'y ait pas, au moins dans les faits, regardez ici, autour de vous, une forme de partage de l'espace. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que malgré tout ça, la propriété reste privée et individuelle, mais avec un certain nombre de subtilités que nous verrons donc la prochaine fois que nous nous rencontrerons, avant d'attaquer le dernier thème sur les personnes. On s'arrête là, donc on est bien au milieu, et je me connais, donc la prochaine fois qu'on se verra, c'est-à-dire à la prochaine session, si on veut être efficace, et c'est quand même notre souhait à tous, il faudra que quelqu'un gentiment me dise en 1 minute, voilà où on en était. Une espèce de machine, je vais repartir tout seul, mais dans 5 minutes, je ne sais même plus où nous en étions à la fin de ce cours. D'accord? Et je ne le noterai pas. Merci beaucoup, et donc à la prochaine fois.